Au menu cette semaine, on poursuit notre couverture de la QV 2022 avec l'analyse de la Slovaquie et de la Tchéquie et on s'entretient avec un des meilleurs espoirs du prochain repêchage, l'attaquant des Remparts de Québec, Nathan Gaucher. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. 1er février 2022, Anthony Desaulniers, Martin Thériault, une autre édition du podcast La Relève. Marty qui dit février dit bientôt hockey de la Ligue junior majeure du Québec. C'est sorti dans les derniers jours, là, ça va bientôt reprendre. Je suis convaincu que vous ici, à la maison, vous avez hâte de revoir les jeunes joueurs du Québec en action. Je suis convaincu que c'est ton cas, Marty. Oui, absolument. Écoute, je suis quand même vraiment excité, là. Premièrement, de voir qu'ils vont être capables de reprendre le temps perdu par rapport à la OHL et à la WHL. Veux pas, c'est quand même un assez gros désavantage. Donc ça va être bien. Et tout simplement de voir du hockey en personne et de revoir. Tu sais, on a eu Maverick Book la semaine dernière, là. Je pense que c'est simplement, puis on le voyait qu'il était excité, il disait, écoute, je me prépare comme si la saison recommençait le 4 février. C'est quasiment comme s'il nous avait donné un petit scoop, là. Donc là, c'est très plaisant. On est très heureux, non seulement pour Maverick Book, mais également pour tous les joueurs de la LHJMQ de reprendre les activités. Mais aujourd'hui, Marty, on ne va pas nécessairement s'attarder sur les joueurs de la LHJMQ, bien qu'on va avoir plus tard à l'émission en entrevue Nathan Gaucher, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Mais j'aimerais ça qu'on parle de deux ligues, de deux pays, principalement celle de la Slovaquie pour commencer. Puis ce qui est intéressant avec le fait qu'on suit ces joueurs-là depuis déjà le mois d'octobre, c'est qu'on voit une certaine progression dans leur jeu. Il y a des joueurs qui ont commencé, qu'on était peut-être un peu moins sûr, qu'on voyait certaines lacunes, mais là, au fur et à mesure que la campagne progresse, on voit une nette amélioration. Puis je pense que c'est le cas de Philippe Méchard. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Marty? Oui, absolument. Mais tu sais, pour faire une parenthèse, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de suivre les espoirs durant toute l'année. Si tu pourrais les regarder au mois d'octobre, tu as tapé 10 matchs, supposons, du même joueur pendant un mois, mais c'est parce que tu n'as pas la progression. Puis c'est ça qui rend ça intéressant. Il y a des joueurs qui peuvent être super ordinaires au mois de septembre ou octobre, puis connaissent une énorme progression. Ils t'arrivent au mois d'avril, par exemple, puis c'est plus le même joueur du tout. Tu n'analyses plus le même joueur du tout. Et là, de voir justement qu'un joueur progresse de manière vertigineuse ou au contraire qu'il ne progresse pas, ben, ça influence souvent tes décisions au niveau des listes. C'est pour ça qu'on ne va pas avoir peur de temps en temps de revenir sur des espoirs sur lesquels on a parlé pour savoir si ils ont amélioré certains trucs ou si au contraire ça stagne. Dans le cas de Philippe Méchard, comme tu le mentionnes, tu as raison. C'est la première chose qui me saute aux yeux. Là. Écoutez, je le regardais cette semaine dans la Ligue professionnelle de Slovaquie, puis je me disais, il a tellement progressé depuis les derniers mois. T'sais. Il avait été bon, Linka Gretzky. Tu voyais qu'il avait un potentiel intéressant. Tu voyais qu'il comprenait quand même bien le match. Tu voyais qu'il avait un certain potentiel offensif. Mais là, sur les attributs naturels, je me rappelais qu'est-ce que je voyais au début, puis je disais, ouais, manque de force physique, manque peut-être un peu de patin. Puis tu regardes présentement, il est pas mal plus à l'aise. Là. Contre des hommes en plus, là, j'insiste souvent là-dessus, mais même si la Ligue professionnelle de Slovaquie, c'est pas la Ligue nationale, on est loin de ça, ben, le fait de t'imposer quand même contre des hommes, des joueurs de 25, 26, 27 ans, c'est assez impressionnant. Dans le cas de Méchard, c'est intéressant parce que je me note toujours un petit peu grosso modo, comment j'avais perçu un espoir et tout. Puis je ressortais mes vieilles notes pour Méchard. Puis j'avais noté que physiquement, lors des derniers matchs que j'avais regardés avant le Mondial Junior, il m'avait semblé que c'était difficile pour lui dans la Ligue professionnelle de Slovaquie. Puis je me disais, c'est normal, il joue contre des joueurs plus âgés. C'est tout à fait normal. Mais là, dans les matchs que j'ai vus cette semaine, soudainement, je me suis dit, c'était pas un problème. Ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Puis quand je dis Méchard, c'est probablement lui qui a le progressé le plus. Coup de patin, il a encore progressé davantage. Et c'est pas un poison, mais il est toujours autour de l'action. C'est impossible de manquer Philippe Méchard. Ça, je l'ai encore vu, là, mais écoute, c'est super, super intéressant de le voir progresser. Puis s'il continue comme ça, s'il continue de progresser, que tu arrives dans les alentours du mois d'avril au championnat mondial des moins de 18 ans, ou je ne sais pas quelle compétition dans laquelle il pourrait évoluer, mais écoute, c'est permis. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans le cas de Philippe Méchard. Là, vraiment intéressant. La dernière fois qu'on s'est parlé de Méchard, Marty, on disait « Ah, c'est possible qu'il sorte top 15. D'après moi, ça devrait tourner autour de ces environs-là. » Est-ce que là, tu penses qu'il a cimenté sa place? Est-ce que là, tu penses que le top 15, c'est pas mal acquis dans son cas? Ben, écoute, ce ne sera jamais acquis parce que je pense que dans le top 20, il y a quand même d'excellents joueurs. Je ne sais pas si tu as vu, il y a Jonathan Lekkerimäki en Suède. Oui.
va très bien. Il a 6 points ses 7 derniers matchs avec Joe Gardens dans la SHL, donc la grosse ligue là-bas. Tu as des joueurs comme ça, des joueurs comme J.B. Snuggerud, Rodger McGroarty, Frank Nazar, sont tous des joueurs qui ont un beau portrait, si tu veux. Là. Donc, de dire qu'il a cimenté sa place dans le top 15, peut-être pas. Mais je vais maintenir ma prédiction que j'avais fait au Mondial Junior. Par contre, je t'avais dit que probablement que dans certaines listes, on allait commencer à le voir dans le top 10. Puis je maintiens ce que je dis. Comme j'ai dit, personnellement, je ne pense pas que je vais le placer top 10. Puis tout est possible. Là. Comme j'ai dit, s'il continue de progresser, c'est fort possible. Mais dans d'autres listes, je commence à être pas mal convaincu parce que tu vois, il est capable de jouer dans la Ligue professionnelle de Slovaquie, se sent de plus en plus en confiance. Comme je te dis, au niveau physique, je le trouve bien meilleur que je le trouvais avant le Mondial Junior, avant les fêtes. Au niveau du coup de patin, il en a pris encore et il a toujours la même éthique de travail. Il est toujours en train de soutenir ses coéquipiers. Il est excellent dans le système pour faire circuler la rondelle en zone adverse. Ça va faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Tu le sais, ce sont tous des qualités que tu recherches dans la LNH. Faire circuler la rondelle en zone adverse, beaucoup d'équipes utilisent ça pour s'installer, tenter de créer des ouvertures, créer des chances de marquer. Donc, ça, c'est intéressant. D'appuyer toujours tes coéquipiers, c'est aussi intéressant parce que la LNH, c'est une ligue d'exécution. Tu veux prendre tes décisions rapidement et si tu as un joueur très près de toi, ben, ça aide beaucoup. En plus, il y a un excellent coup de patin et lors des matchs que j'ai vus dans la dernière semaine, moi, je t'avais dit, je ne sais pas si tu te souviens, que dans la Ligue professionnelle de Slovaquie, je trouvais que s'exprimait peut-être pas assez offensivement. Moi, je t'avais dit, bon, ben, dans une Ligue professionnelle contre des hommes, c'est peut-être normal qu'on le voit un peu moins. J'avais hâte de le voir au Mondial Junior. Je pense qu'il en a montré pas autant que je le pensais, parce que je t'avais quand même dit que ce serait la révélation du tournoi. Là, oui, exact. C'est pas arrivé. Mais j'ai quand même vu des flashs intéressants. Ça avait réussi à alimenter Juraj Slavkovski de temps en temps. Et là, je l'ai vu être un petit peu plus créatif en attaque, créer un petit peu plus de trucs. Donc, ça, c'est pas mauvais. C'est quand même intéressant. Seul bémol dans le cas de Philippe Méchard, je te dirais, et ces genres de matchs-là, je les adore. Tu sais, là, il y a toujours 4, 5 ou 6 matchs dans une saison qui sont, pour moi, tellement révélateurs. Tu prends tellement d'informations, c'est de l'or, ces matchs-là. Et le match que je vais te parler, c'est un excellent exemple. Dans le fond, Méchard joue avec Poprad en Slovaquie et il jouait contre le HK Nikra, l'équipe de Simon Nemec. Donc, tu es capable de voir les deux meilleurs espoirs slovaques, du moins de la Ligue slovaque, jouer un contre l'autre. Donc, c'est super intéressant et il y a eu beaucoup, beaucoup d'animosité dans ce match-là. Donc, tu sais, le petit élément d'information de savoir est-ce qu'il est capable de jouer lorsque la pression augmente, lorsqu'il y a beaucoup d'intensité, que ça commence à brasser, on l'a vu dans ce match-là. J'ai pris beaucoup d'informations qui ont été très intéressantes dans ce cas-là. Et là, c'est là le bémol, c'est que Méchard, j'ai trouvé que quand ça a commencé à augmenter, on l'a peut-être vu un petit peu moins. Il a été bon au début, il a quand même obtenu des chances de marquer. Je pense qu'on l'a vu un peu moins. Et les séquences, tu le sais que je prends souvent des notes là-dessus. Qu'est-ce qu'un joueur fait contre les meilleurs joueurs de l'autre côté de la patinoire? Parce que c'est facile de dominer un joueur de quatrième trio, mais c'en est une autre d'être bon contre les meilleurs joueurs. Et souvent, Simon Nemec s'est retrouvé à 1 contre lui et malheureusement, ben Méchard a quand même perdu beaucoup de batailles. Tu vois qu'au niveau de l'intelligence, Nemec est une coche au-dessus. Là. Et ce serait là le bémol dans le cas de Méchard. J'ai trouvé que c'est peut-être effacé un peu lorsque la pression a augmenté et contre Nemec. Honnêtement, par moment, clairement, tu vois que Nemec est le meilleur joueur des deux. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile. Oui, ben c'est sûr que Nemec est un meilleur joueur. Là. Ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Toi-même, tu le places 3e dans ta liste préliminaire de mi-saison là, pour le prochain repêchage, tandis que Méchard, pour l'instant, gravite plus dans le bout de 15-20. Pas nécessairement sur ta liste, là, mais de façon générale, dans la plupart des experts. Et en plus, Méchard concède 3 pouces aussi à Nemec. Donc, quand tu as une bataille 1 contre 1, je pense que c'est normal que Nemec sorte avec la rondelle. Puis c'est là où est-ce que je veux t'amener, Marty. C'est impossible de parler de la Slovaquie sans parler de Simon Nemec. Lui qui jouera aux Olympiques. On a fait beaucoup un cas de Mason McTavish. On a parlé aussi de Sean Farrell. Mais la Slovaquie va quand même avoir Simon Nemec dans ses rangs. Ça va être extrêmement intéressant de voir comment il va se débrouiller dans cette compétition d'envergure. Hein. Oui, non, exactement. Puis tu sais, moi aussi, là, je dois te l'avouer, c'est certain que ce serait plus intéressant de voir les joueurs de la LNH aux Olympiques. On est d'accord là-dessus. Là.
Mais si je te ramène en 2018 à Pyeongchang, il y a quand même eu quelques joueurs qui étaient intéressants à surveiller, qui étaient justement des espoirs et qu'on n'aurait pas vu normalement. Rasmus Dahlin avait joué avec la Suède. Miro Iskanen avait joué avec la Finlande. Kirill Kaprizov avait joué avec le Wild. Lui, pas avec le Wild, mais avec la Russie. J'aime trop Kirill. C'est pas pour rien que j'ai son visage derrière moi. Là. mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'espoir qu'on a pu voir à l'œuvre et dans un contexte de haute compétition contre des hommes. Ça t'a donné beaucoup de détails et je pense que même pour eux, ça les a vraiment aidés dans leur cheminement par la suite parce qu'ils ont vu comment les professionnels se comportaient, les petits détails, comment tu t'échauffes, comment tu te prépares et aussi le rythme de jeu qui est très rapide. Là, soudainement, tu t'adaptes et c'est pas mal c'est pas mal plus proche de la LNH que ce que tu peux voir contre des plus jeunes. Donc, dans le cas de Nemec, ça va être super intéressant, mais en tout cas, lors des matchs que j'ai vus, premièrement, tu sais, lors du Mondial Junior, tu as toujours des joueurs qui vont bien là-bas, qui s'illustrent contre les meilleurs de la planète. Et lorsqu'ils retournent dans leur ligue respective, souvent, ils vont prendre de la confiance parce que ça allait bien, ils ont dominé, ils ont généré de l'attaque, ils ont créé des chances de marquer, leur équipe s'est bien comportée, etc. Et on dirait que Nemec, c'est un peu ça. Écoute, depuis son retour du Mondial Junior, dans la ligue professionnelle de Slovaquie, j'insiste là-dessus, Simon Nemec joue dans une ligue professionnelle contre des hommes. Ça, c'est pas unique, mais presque dans les meilleurs espoirs. Là, quelqu'un qui s'illustre dans les rangs professionnels en Europe et qui est dominant puis qui a beaucoup de temps de jeu, c'est quelque chose. Et là, c'est ça, il y a 10 points en 10 matchs depuis son retour du Mondial Junior. Puis tu le vois qu'en attaque, tu sais, je te l'avais dit là, avant le Mondial Junior, je trouvais qu'il en faisait peut-être pas assez en attaque. C'est ce que je surveillais au Mondial Junior. Et finalement, j'ai aimé ça. C'est pour ça que je l'ai monté dans mes listes et que je l'ai mis troisième. Et là, il continue à montrer encore plus, à appuyer encore plus l'attaque, à être encore plus créatif, si tu veux. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis il demeure super intelligent dans sa zone, toujours bien placé, anticipe bien les jeux. Il y a une bonne relance également. Il y a un bon coup de patin si c'est nécessaire. Il va transporter la rondelle. Puis il y a souvent tendance, lorsqu'il y a un petit revirement de l'adversaire, il le sait que le joueur s'est fait prendre à contre-pied et qu'il est moins rapide. C'est souvent là qu'il décide de contre-attaquer et d'appuyer l'attaque avec ses autres coéquipiers. Ça, c'est super intéressant. Écoute, tu le sais comme moi, désolé, je le dis souvent, les joueurs qui sont intelligents, c'est ceux-là qui sont capables de faire leur place dans la LNH. Et lui, c'est vraiment intéressant. Et tu sais, je veux revenir au match contre Poprad, que je t'ai dit qu'il y avait beaucoup d'intensité. Ça, c'est le détail que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le cas de Nemec. Je ne vais pas prendre la confrontation contre Méchard comme comparatif, parce qu'on s'entend que Nemec est meilleur. Là, c'est pratiquement normal que ça arrive. Mais au niveau de l'intensité, au niveau des batailles dans les coins, puis tout ça, c'est devenu robuste à un certain moment. Et honnêtement, il s'en est bien sorti. Tu as vu qu'il a été capable de non seulement de bien s'en tirer, mais il est impliqué dans les batailles. Tu voyais qu'il aimait ça et ça n'a pas éteint son jeu, même bien au contraire. Là, dans le match que j'ai regardé, il a quand même marqué son premier but de la saison en prolongation. Là. Il a joué quelque chose comme 23, 24 ou 25 minutes. Là. Il a vraiment été beaucoup utilisé. Et tout ça pour dire que il y a une séquence, là, je pense en troisième période, c'est même changé des coups de bâton. Pendant une vingtaine de secondes, tu voyais qu'il était vraiment frustré. Il s'en prenait à Jamie Arnill. Jamie Arnill, pour faire une histoire courte, c'est un joueur de 32 ans, c'est un Canadien, qui a joué un match dans la LNH avec les Bruins de Boston. Et là, tu as Simon Nemec qui a 17 ans, puis qui est en train de s'impliquer physiquement contre un joueur comme ça, lui donner des coups de bâton. Je te rappelle, 17 ans versus 32 ans. Donc, ça t'en dit long à quel point je pense que... En tout cas, ce petit détail-là, là, ça m'a montré que dans les moments importants, lorsque ça va brasser, c'est pas quelqu'un qui va s'effacer, sinon les mecs. Au contraire, je pense qu'il va peut-être même ressortir un peu plus. Et moi, honnêtement, en voyant ça, tout est possible. Là. Il y a d'autres espoirs qui pourraient agréablement me surprendre d'ici la fin de la saison. Mais je te dirais que les chances sont assez bonnes que Simon Nemec, je vais être honnête avec toi, à moins d'une énorme surprise, il a cimenté sa place dans mon top 3 pas mal
pas mal assurément, disons. Bon, Marty, c'est évident que tu adores ce joueur. Puis je pense que je m'en suis pas caché. Là, je l'adore aussi. Au début de la saison, je militais pour que le Canadien de Montréal repêche Simon Nemec. Avec un peu de recul, je pense qu'on a déjà beaucoup de défenseurs. Donc, on verra si le Canadien ira dans cette direction-là. Mais j'aimerais ça t'entendre sur quelque chose parce que Nemec, je regarde, c'est un défenseur extrêmement mobile. C'est un défenseur qui a du chien. C'est un défenseur capable de gagner ses batailles. Bon défensivement, en apporte plus offensivement. 6 pieds 1, 192 livres. C'est quoi, selon toi, sa plus grosse faiblesse? Eh boy, sa plus grosse faiblesse. Ben écoute, je vais le dire peut-être un peu comme ça, c'est que. Puis il y en a plus que je pense, c'est pour ça que je l'ai mis troisième. Là. Je vais pratiquement dire c'est d'attaquer le filet. Tu sais, qui je pourrais bien t'utiliser dans la LNH? Tu sais, un Kill McCarr, un Tony D'Angelo, un Drew Doughty, il adore attaquer le filet. De la façon qu'il joue, tu le sens qu'ils sont affamés par marquer des buts puis créer de l'attaque. Tu le sens que c'est en eux. Tu sais, je pourrais prendre Ty Nelson et Denton Nadejchuk, qui sont d'autres défenseurs de ce repêchage-là. Ils ont beaucoup d'autres faiblesses par rapport à Nemec. Mais s'il y a quelque chose qu'ils ont en eux, c'est que justement, ils ont le goût d'attaquer le filet. Tu sens qu'ils ont du mordant. Ils ont le goût de marquer des buts ou de créer des occasions. C'est peut-être là Puis je vais le mettre en vraiment de guillemets, là, parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de faiblesse. Mais ce serait peut-être là. C'est pas quelqu'un qui a un goût vraiment, vraiment de marquer beaucoup de buts, de créer. Il va le faire parce qu'il est intelligent. Il le fait encore plus. Je pense qu'il améliore beaucoup ce jeu-là. Ce serait peut-être ça, là, mais c'est vraiment, vraiment vite dit. L'autre chose qui est intéressante dans le cas de Simon Nemec, là, je voulais revenir là-dessus, mais son partenaire en défense, ça, c'est intéressant. Tu sais, on parle souvent d'appuyer un jeune avec un bon vétéran. Là. Son partenaire de défense, c'est, je ne sais pas si tu te souviens de ça, Deso, Branislav Mezei. Là, je ressors, je retourne très loin. Là. Non, ça ne me dit rien. Non, ça te dit rien. OK. Branislav Mezei, là, dans le fond, c'est un ancien défenseur de la LNH. Il a joué notamment avec les Panthers de la Floride. Là. Il a joué, là, ça fait très longtemps. C'est pour ça que je te pardonne de ne pas le connaître. Et il a joué de 2000 à 2008. Là. Ça date pas mal. Mais Branislav Mezei joue encore au hockey dans la Ligue professionnelle de Slovaquie. Il a maintenant 41 ou 42 ans. Mais c'est le partenaire de défense de Simon Nemec. Donc, moi, tu le sais à quel point je trouve que c'est important d'avoir un vétéran qui va te montrer les bonnes choses, comment te comporter, qui va t'en montrer davantage que si c'est un joueur inexpérimenté à côté de toi. Je pense que ça, c'est extrêmement bénéfique dans le cas de Simon Nemec. D'ailleurs, il y a une des mêlées, justement, où quelqu'un a tenté de le frapper, puis Mezei est tout de suite allé défendre son coéquipier. Donc, je pense que ça va lui être énormément bénéfique également d'avoir un vétéran de la LNH à côté de lui. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, on parlait de Mathias Norlinder qui jouait avec Tobias Sandstrom en Suède. Là. C'est un peu le même genre de rôle que ça peut donner. Tu sais. Marty, je veux qu'on reste avec le HK Nitra parce que le prochain joueur qui nous intéresse en Slovaquie, c'est son coéquipier à Simon Nemec, c'est Adam Sikora. C'est un attaquant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus à part le fait qu'on l'a vu un tout petit peu au championnat mondial junior? Je pense qu'une de ses qualités premières, c'est que c'est un bon travaillant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, non, absolument, absolument. Écoute, je vais être honnête avec toi, lors du mondial junior, tu sais, Adam Sikora, il n'a pas énormément joué. C'est temps de jeu, je pense que c'est 7 minutes 30, c'est entre 7 ou 9 minutes. Là. Il n'a pas joué énormément. Là. C'est ça, 9 minutes 04 et 7 minutes 35 de temps de jeu. Donc, tu sais, c'était difficile de se faire une place. Il n'était pas énormément considéré pour la Slovaquie. Et justement, comme c'est la formation slovaque, tu pourrais te dire, écoute, il aurait peut-être eu l'opportunité d'avoir une chance. Si tu ne joues pas beaucoup dans une équipe comme ça, est-ce que ça sonne une cloche? Mais bon, on ne va pas peser toute notre évaluation là-dessus. Mais là, c'est intéressant parce que dans la Ligue professionnelle de Slovaquie, j'ai eu l'occasion de quand même le voir 3 ou 4 fois pour préparer cet épisode-là. Puis honnêtement, il m'a vraiment, vraiment impressionné. Il m'a tombé dans l'œil pas à peu près. Là. Pas de là dire que je vais le placer top 10 du repêchage et peut-être pas premier tour. Mais comme tu as dit, il est énormément travaillant. Il n'arrête jamais sur une patinoire. Il est plus travaillant que d'autres joueurs que je vais qualifier de travaillants. Il n'arrête jamais, 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 jamais. Il n'est pas très gros. Il est 5 pieds 10 pouces, mais il n'arrête quand même jamais. Toujours le nez dans le trafic. Puis, tu sais, quand je te parle du fameux match contre Poprad, où ça a été âprement disputé, qu'il y a beaucoup d'animosité, beaucoup de mêlée entre les sifflets plutôt.
Adam Sikora, je vais te donner un exemple qui démontre pas mal comment il est. Là. À un moment donné, il se retrouve dans une mêlée avec... je te donne le nom juste au niveau anecdotique, là, mais tu vas comprendre. Le joueur s'appelle River Ramshaw. C'est un joueur de 25 ans, c'est un Américain, puis je te donne ses mensurations. 6 pieds 3 pouces, 205 livres. Donc, je viens de te dire que c'est un Américain de 6 pieds 3 pouces, 205 livres, de 25 ans. Ce joueur-là, l'an dernier, a eu 70 minutes de punition dans la Ligue slovaque. Et là, Sikora, il est dans une mêlée avec lui, veut s'en prendre à lui. Il veut tellement s'en prendre à lui que l'officiel doit retenir Sikora. C'est Sikora qui veut complètement embarquer sur le juge de ligne pour aller... pour s'en prendre à Ramshaw. Non, mais ça tente dit long. Le gars a 17 ans. Il y a un joueur de 8 ans plus âgé que lui qui est pas mal plus gros. Puis toi, ça t'intimide pas. Tu veux quand même y aller. Puis on rajoute ça avec le fait qu'il est énormément travaillant. Écoute, moi, je trouve que c'est super, super intéressant. Et là, en plus, dans la Ligue slovaque, il est de plus en plus utilisé et il commence à produire. Ça fait 2 matchs de suite qu'il marque. Et lors de la dernière rencontre, il a joué 22 minutes 43. Il a été énormément utilisé. Il est utilisé sur la première vague de désavantage numérique. Il a fait un très, très gros travail. Écoute, dans ce match-là, là, je pense que c'était à 3 contre 5 ou 4 contre 5. Je ne me souviens plus comment il y avait de joueurs, mais il était constamment en train de se lancer devant les tirs pour les bloquer. Il abandonnait vraiment, vraiment jamais. Et le premier, là, tu l'as vu que ça lui a fait mal, qu'il n'était pas trop certain. Puis sais-tu quoi? Il est quand même retourné tenter de bloquer 2 et 3 autres lancers. Je te dis, au niveau, tu n'as pas le choix d'aimer ce joueur-là parce qu'il est trop engagé, il est trop impliqué. Et en plus, il a un excellent coup de patin. Donc, tu me vois venir, là, si tu veux mettre de la pression sur l'adversaire en échec avant, puis que tu es un travailleur infatigable, tu arrives toujours une seconde plus rapidement que les adversaires peuvent s'y attendre, ben, il est capable de créer énormément de revirements. Puis là, ben, par la suite, tu es capable de récupérer la rondelle et de surprendre l'adversaire avec des chances de marquer. Moi, c'est pour ça que je le trouve vraiment, vraiment intéressant. Peut-être pas pour les 3 premiers tours, parce que je pense qu'il manque peut-être un peu d'attaque. Mais lors des tours 4 à 7, pour cibler des joueurs un peu plus obscurs, là, des joueurs qui ont une très, très, très belle qualité, si tu n'as pas le petit potentiel, s'il peut améliorer ce petit truc-là, je pense que ça peut être intéressant. Et puis, il y a un détail qui est quand même intéressant, sans dire que ça fait foi de tout. Il est né le 7 septembre 2004, ce qui fait en sorte que c'est un des joueurs les plus jeunes du repêchage. Parfois, ces joueurs-là, justement, qui t'en donnent déjà beaucoup, tu te dis, OK, ben, leur potentiel est loin d'être atteint. Peut-être que ça va pouvoir progresser encore plus. Donc, il va être intéressant de voir Sikora s'il va continuer à se développer. Puis, Marty, c'est 3 joueurs, les 3 joueurs qu'on vient de mentionner, c'est 3 joueurs qui ont joué pour la Slovaquie au championnat mondial junior. Et là, il y a une nouvelle de dernière heure qui vient de sortir. Luc Tardif, le président de l'IHF, a mentionné que le championnat mondial junior pourrait être repris au mois d'août. Ça, c'est un peu étrange quand même, parce que là, on pourrait voir le championnat mondial après le repêchage. Qu'est-ce que ça va nous en dire sur l'évaluation de ces jeunes joueurs-là qui vont terminer leur saison, vont être en préparation d'un camp d'entraînement? Ça va pas être un peu étrange de voir ça au mois d'août? Oui, c'est sûr. Je vais simplement faire une petite parenthèse par rapport à Sikora, là, parce que tu mentionnais justement ça a donné sens, puis tu fais très, très bien de le mentionner. Je parle de sa progression qui commence à surprendre et qu'il joue davantage, mais en plus, justement, c'est un joueur qui est super, super jeune. Un des plus jeunes admissibles au repêchage. Moi, tu le sais à quel point j'adore ce détail-là, c'est que je me dis, écoute, peut-être que lui, en anglais, on va dire upside, là, son potentiel de croissance est encore plus grand. Et on n'a pas encore vu ce qu'il est capable d'accomplir à 100% parce qu'il est très jeune, justement. Donc, tu sais, je trouve qu'en attaque, il y en a. Puis même au fil des matchs, je commence à trouver qu'il produit un peu plus. Mais peut-être qu'en attaque, c'est peut-être pas le meilleur joueur, pas le joueur avec le plus grand sens offensif. De temps en temps, en défense, il en donne un peu trop, se déporte complètement, tu sais. Mais à raison de son âge, comme tu l'as dit, je pense que c'est intéressant. Dans le cas, pour revenir au championnat mondial de hockey junior, là, au mois d'août, ben écoute, c'est certain que c'est dommage. Écoute, je pense que tout le monde préfère voir davantage les matchs du mondial junior dans la période des fêtes. C'est là que c'est très gagnant-gagnant. C'est là que tu as le buzz autour des jeunes. On ne se le cachera pas, tout le monde est en congé, tout le monde n'a qu'à peu près ça à faire. Regardez à part le fait d'aller jouer dehors avec les enfants et la famille. Ben oui. Mais je veux dire, après une bonne journée justement dehors, parfois, ça fait du bien d'écouter un bon petit match de hockey, du mondial de hockey junior. Je pense que tous les enfants, toi et moi inclus, lorsqu'on était plus jeunes, on a bercé là-dedans, c'est super bien.
En même temps, il faut comprendre que pour des jeunes comme Maverick Bourque, qu'on a reçu la semaine dernière, comme d'autres joueurs, ben, écoute, c'est un rêve jouer pour Équipe Canada ou tout simplement au championnat mondial de hockey junior. Donc, je pense que tout simplement pour eux d'avoir une deuxième chance d'aller gagner cette médaille d'or-là, ben, je pense que c'est simplement du bonbon pour eux. C'est sûr que c'est dommage. C'est sûr que je pense que ça va affecter, d'après moi, au niveau... je pense que ça va être plein quand même du côté d'Edmonton. Là, je pense que les gens vont y aller quand même, puis ça va être à guichet fermé, ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il va peut-être avoir moins d'engouement dans les médias parce que, ben, tu le sais comme moi, tout le monde est en vacances, tout le monde est éparpillé un peu partout. Là. Donc, je pense qu'on a moins un peu la tête au hockey lorsqu'on est au mois d'août. Donc, ça, c'est dommage, mais en même temps, je pense que c'est pas un moindre mal. On n'a pratiquement pas le choix de vivre avec ça plutôt que de tout simplement annuler le tournoi et que la chance d'une vie pour certains là, s'en va dans la fumée. Je pense que c'est une bonne nouvelle Puis, c'est pas complètement confirmé. Là, on parle de très probablement. On s'entend que ça va probablement se faire, mais c'est ça. Je pense que dans le fond, c'est mieux que rien. Là. Je vais le dire comme ça. Ben oui, exact. Puis ça va permettre aux joueurs qui pensaient que c'était terminé pour eux d'avoir une dernière chance. L'équipe qui va repêcher Shane Wright, l'équipe qui va repêcher Logan Cooley, ça va être intéressant de voir maintenant que ça va être des joueurs qui vont être rapatriés dans leur organisation. Puis honnêtement, si tu me donnes le choix entre les deux complètement annulés ou une reprise au mois d'août, c'est sûr que je préfère au mois d'août, même si ce n'est pas optimal comme scénario. Moi, je trouve ça intéressant. Je sais qu'il y a eu des échos par rapport à... Probablement qu'on va... Tu sais, je vais prendre un exemple. Maverick Bourque aura 20 ans. Mais on a déjà dit on va autoriser quand même ces joueurs-là à évoluer au Mondial Junior pour leur donner une chance, justement, de boucler la boucle, si tu veux. Mais j'ai quand même hâte de voir comment les formations vont être composées parce que, oui, tu as des joueurs de 18-19 ans, mais moi, je vais aller davantage au niveau des joueurs, les joueurs qui ont 17 ans en ce moment, qui sont frêles, qui ont peut-être moins d'expérience, qui sont peut-être moins de calibre avec les joueurs de 18, 19 et 20 ans lorsqu'on va arriver à l'été. Mais tu le sais, comme moi, entre 17 et 18 ans, tu as un gros potentiel de progression. Je te parlais de Méchard, c'en est le meilleur exemple. C'est plus le même joueur du tout depuis le mois d'août. Donc, moi, j'ai simplement hâte de voir ça. Je vais prendre un exemple. Un Joachim Kemmel qui est au mois de décembre et qui a des lacunes. Tu l'amènes 8 mois plus tard, plutôt. C'est plus le même joueur du tout. J'ai simplement hâte de voir comment on va composer ça. Je pense qu'on pourrait retrouver pas mal plus de joueurs admissibles au repêchage 2022 qui vont avoir déjà été repêchés qu'on pourrait s'y attendre. Ils vont peut-être voler quelques places à certains joueurs. Je ne suis pas en train de dire que ça va être ça, mais je suis simplement intrigué de voir comment ça pourrait évoluer. Justement, Jonathan Lekirimaki joue sur le premier avantage numérique à Joe Gardens, une équipe de la SHL. Est-ce que lui pourrait avoir une place, par exemple, alors qu'il avait été ignoré à la période des fêtes? C'est des petits détails comme ça, moi, que j'ai hâte de surveiller. T'sais. On verra le format. Est-ce que les organisateurs vont dire non, les matchs qui ont été joués au mois de décembre comptent, on garde exactement les mêmes formations intactes? Est-ce qu'on peut reprendre justement des joueurs, un gars comme Atou Ratou, est-ce qu'il pourrait participer au championnat mondial? Tout ça sera surveillé, évidemment. Là, c'est qu'une première esquisse, là, mais c'est sorti ce matin de la part de Luc Tardy. Alors, c'est important, je pense qu'on le souligne ici au podcast Le Relève. On parle de la Slovaquie, on parle du championnat mondial junior. Peut-être que vous vous demandez pourquoi on ne parle pas de Juraj Slafkovský aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il évolue en Finlande. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne le fait pas aujourd'hui, alors qu'on parlait de la Slovaquie. Marty, je vais t'amener en Tchéquie. Où est-ce que là, on vient de mentionner que Adam Sikora est un des joueurs les plus jeunes, né le 7 septembre. Le prochain joueur, je vais te parler, il est né le 18 septembre, mais 2003. Donc, ça fait de lui un des joueurs les plus vieux du repêchage. Parle-moi un petit peu de David Moravets. Ouais, ben David Moravets, les gens qui ont suivi le mondial de hockey junior l'ont probablement vu un petit peu, puis a quand même été utilisé quand même pas mal. Mais c'est ça, lui, c'est un défenseur qui a joué avec la Tchéquie, justement. Tu fais bien de mentionner son âge, parce que moi, c'est que, parfois, tu as des joueurs qui sont nés en décembre, qui sont parmi les plus vieux. Puis, en décembre, OK, tu dis, OK, c'est davantage collé vers les joueurs qui ne sont pas late, là, les joueurs, entre guillemets, normaux. Je le mets vraiment en gros guillemets. Là. C'est simplement pour dire que leur âge oui, on comprend. Est plus vieux que la moyenne. Mais là, dans le cas d'un joueur qui est né au mois de septembre, c'est que là, il faut pratiquement que tu le compares avec des joueurs du repêchage 2021. Je te donne un exemple. Robert, qui est appelé souvent Bobby Orr dans le jargon,
On s'entend qu'on est loin du défenseur des Bruins de Boston, là. Mais tu as Bobby Orr qui évolue avec les Mousettes d'Halifax. Lui a été repêché l'an dernier par les Hurricanes de Caroline. Il est né le 1er septembre 2003. Tu viens de parler de Moravets, 18 septembre 2003. C'est pas le même repêchage, mais il y a à peu près 2 semaines et demie de différence dans les dates. On s'entend qu'on est pas mal dans les mêmes eaux, si tu veux. Donc, tu sais, ça, c'est un détail à considérer. C'est comme, OK, je pense qu'il faut que tu considères un petit peu sa saison précédente. Qu'est-ce qu'il a fait à 17 ans pour tenter de voir comparer un petit peu. OK, il a fait ça à 17 ans. Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il était bon à 17 ans? Et là, il explose parce qu'il est tout simplement plus vieux que tout le monde. Ça paraît mieux parce que, c'est ça, il est tout simplement plus âgé. Là, ça, c'est quelque chose que tu dois prendre en considération dans l'analyse, là, dans le cas de Moravets. Et je vais être honnête avec toi, j'ai regardé ses statistiques. Présentement, c'est 3 points en 29 rencontres. Tu vois, à 17 ans, il y avait 2 points en 18 matchs. Tu sais, c'est un petit peu mieux, mais pas... En fait, c'est même... en même temps, c'est un défenseur, là, c'est un peu normal. Ça ne doit pas être sa fonction première de mettre des points sur le tableau. Là. Non, c'est sûr. Puis il joue dans la ligue professionnelle. Il joue dans l'Extra-Liga tchèque aussi. C'est toujours un peu plus difficile. Ça, je le comprends. Mais si tu te fais simplement aux statistiques, puis là, je vais arriver aux joueurs par la suite, tu te fais simplement à ça, tu es obligé de dire qu'il y a une régression ici. Il n'a pas progressé. Et je viens de te le dire, moi, je le considère davantage comme un joueur de 18 ans qu'un joueur de 17 ans. Donc là, c'est inquiétant de dire, OK, tu n'as même pas progressé, tu as régressé à ce niveau-là. Moi, ça me sonne une cloche. Tu sais. Fait que là, Marty, si je comprends bien ce que tu m'avances, parce que je regarde son rang de classement dans la centrale, il est présentement 35e chez les Européens. Toi, tu n'es pas en accord avec ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, on a parlé de Vladimir Grodinin qui est 40e, là, qui est derrière lui. Écoute, moi, je peux pas comprendre. Tu as Simon Forsmark qui est dans ce coin-là. Je peux pas comprendre le classement. Absolument pas. Grodinin a été probablement un des meilleurs défenseurs de la Russie. Jouait super bien. A joué des matchs dans la KHL. Il a même obtenu des points. Il a obtenu beaucoup de minutes de jeu lorsque je l'ai vu jouer. Je pense que ça compte pour beaucoup. Je pense que il mérite certainement d'être devant David Moravets, qui joue dans une ligne moins bonne et qui produit moins. Et qui est moins bon défensivement également. Forsmark, c'est la même chose. Forsmark joue dans la SHL, selon moi, une des meilleures ligues au monde. Puis il tient son bout contre des hommes. Là, bon, c'est pas le joueur qui traverse la patinoire, mais dans les coins, il s'en sort bien. Il est bon défensivement. Il a un bon sens défensif. Pas le plus offensif, mais sur le plan des détails, il est très, très bon. Alors que Moravets, moi, premièrement, au Mondial Junior, je pense qu'on en a vu davantage. Tu vois que défensivement, il s'en sort quand même bien. Mais c'est pas un joueur étoile non plus. Puis lorsque tu le regardes jouer en Extra-Liga tchèque, moi, je trouve que là, son jeu défensif est... Tu sais, il y a un sens défensif. Là. Il est capable de bien se positionner, puis il est capable de ne pas se laisser imposer par les attaquants adverses qui se retrouvent devant le filet. Il est capable de jouer dans les coins, mais c'est quand même laborieux par moment. Je te dirais, là, les matchs que j'ai regardés, il y a commis beaucoup, beaucoup de revirements. Il y a un match, il a été sur la glace sur 3 buts de l'adversaire. Puis c'est ça, puis offensivement, il n'en apporte pas vraiment. Même, je te dirais qu'il est zéro offensif. C'est pas quelqu'un qui attaque le filet, c'est même quelqu'un qui n'a pas souvent la rondelle en zone adverse. Je vais être honnête avec toi, de la façon que je le vois jouer. Tu sais, je parle souvent d'avoir une qualité exceptionnelle si tu vas être un joueur de la LNH. Là. Lui, j'en vois pas de qualité exceptionnelle. Tu sais, il n'est pas 6 pieds 7 pouces, donc tu ne peux pas dire que c'est un joueur hyper physique. Tu ne peux pas dire, OK, il n'y a pas de points sur le tableau, mais il va être capable d'être super physique dans la LNH. C'est pas ça du tout. Il est bon défensivement, mais je peux t'en nommer 15 autres qui sont meilleurs que lui sur le plan défensif. Il y a 0 attaque, donc tu ne peux pas dire que tu le prends pour son jeu offensif. Honnêtement, je vais être honnête, c'est la première fois que je fais ça depuis qu'on parle d'espoir au podcast La Relève. Honnêtement, je ne le repêcherai pas. Je ne l'ai pas dans la liste de no draft, comme on peut dire. Moi, je passe. Je ne le prends pas parce qu'il est plus vieux que tout le monde, il n'a pas progressé et il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je me dis, j'aime mieux prendre une chance, par exemple. Je vais prendre un espoir de la LGMQ, par exemple. Là. François James Buteau. Pas le plus offensif, mais il est très physique. Au moins, lui, je pourrais dire, écoute, son côté physique, le fait qu'il brasse pas mal les adversaires dans les coins, je pourrais miser sur lui et prendre une chance sur lui dans les rondes tardives.
Alors que Moravets, je vois pratiquement rien. Et comme je t'ai dit, il est plus vieux que tout le monde. Donc, moi, je passerais, honnêtement. Avis à tous, n'invitez pas Martin Thériault dans le fan club des partisans de Morabets. Il ne veut rien savoir. Marty, je suis convaincu que le prochain espoir, c'est un joueur que tu apprécies beaucoup plus. Jiří Kulich, c'est un joueur qui, un peu, comme on l'a mentionné dans le cas de Philippe Méchard, ne cesse de progresser. Au début de la saison, tu es classé comme un espoir B par la centrale de recrutement. Maintenant, il pointe au 22e rang. C'est un joueur qui a d'excellentes mains. Honnêtement, je regardais encore quelques matchs récemment. C'est fou à quel point il peut se déplacer dans la zone adverse, naviguer entre les défenseurs, se servir de ses mains pour se rendre en zone dangereuse. Marty, c'est vraiment un joueur qui est agréable à regarder jouer. Ouais, quand même. Puis, tu parles de son sens offensif. Ce qui est toujours intéressant, il y a toujours la manie, lorsqu'il entre en zone adverse, de couper au centre puis de décocher un tir avec la vue voilée, ce qui est toujours très bon. Là. C'est comme ça que tu peux surprendre parfois les gardiens de but. Comme tu as dit, il n'y a quand même pas des méchantes mains. Lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une combinaison de talent. Je pense qu'on l'a vu au Mondial Junior. Il avait quand même été bon contre le Canada. Il avait obtenu une aide, puis il avait créé quand même une ou deux chances de marquer. Mais lui, ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est quelqu'un qui travaille quand même fort. Là. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'être en échec avant, de déranger les adversaires. Il n'a pas peur d'avoir le nez dans le trafic, si on veut. Ça en fait quelque chose de super intéressant. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé. Ben lui, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il était capable de ressortir au niveau de l'intensité du travail, des détails, au niveau du positionnement, comment il fermait bien le centre contre le Canada, contre des joueurs très, très dominants. Il y a quand même des joueurs qui ont joué dans la LNH dans cette équipe-là. Mason McTavish, Owen Power, il s'est signalé à ce niveau-là. Et c'est un joueur de 17 ans. Donc, tu te dis, OK, s'il progresse davantage, qui prend de l'expérience, qui sait davantage comment se comporter contre ce type de joueur-là, écoute, attention, tu as peut-être tout un joueur sous la main, tu sais. Par contre, je vais être honnête avec toi, les matchs que j'ai regardés dans l'extra Liga tchèque, mais c'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. Il n'est pas énormément utilisé. Son temps de jeu varie entre 11, 12, 13 minutes. C'est pas quelqu'un qui joue beaucoup. Pas quelqu'un qui est utilisé à toutes les sauces comme un Sikora, par exemple. Donc, ça, c'est dommage. OK, je pense que ça peut pas lui nuire, mais je pense qu'on voit peut-être un peu moins en extra Liga tchèque qu'est-ce qu'il est capable vraiment de faire parce que tu as moins de momentum, ton corps est plus froid, tu es moins habitué à prendre des répétitions, à prendre ton rythme. C'est toujours plus difficile lorsque tu joues moins. Donc, je pense que je prendrais un peu avec ce qu'il fait en extra Liga tchèque avec un bémol. C'est pas quelqu'un qui produit énormément, là. Mais quoi qu'il en soit, même lorsque tu regardes jouer en extra Liga tchèque, tu vois que les détails sont là, tu vois qu'il est bien placé. C'est le genre de joueur que ça va être intéressant à suivre. Là. Je pense que lui, ça dépend qu'est-ce qu'il décide. Est-ce qu'il va le demeurer en Tchéquie l'an prochain ou est-ce qu'il pourrait se retrouver dans la Ligue canadienne de hockey parce qu'il décide de vouloir travailler son jeu? Là. Ça arrive souvent qu'on voit des joueurs tchèques dans la LHJMQ, dans la Ligue junior de l'Ontario. Là. Yann Michak en a un bon exemple. Donc, ça va être intéressant à suivre à ce niveau-là. Donc, je pense que ça va être intéressant à suivre. Mais c'est un excellent joueur que moi, je pense qu'on peut miser dessus. Marty, on ne peut pas passer à côté de David Jiricek en parlant de la Tchéquie. On le sait par contre, une grosse blessure après son genou à genou qu'il avait subi contre le Canada. Lui, malheureusement, on ne verra pas de progression dans son jeu pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Il y a toujours le recency bias. Heureusement, il a le statut pour être pêché tôt quand même, contrairement à un espoir de 3e, 4e tour qui se blesse. Là, lui aurait dégringolé, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le cas de Jiricek? Est-ce que tu penses quand même qu'on va avoir la chance de le revoir avant le repêchage? Ça va être compliqué, ça c'est certain, parce que ça demeure un joueur tchèque. C'est un joueur québécois, par exemple. Là, ça ne serait pas la même chose, parce que si tu es blessé, je me souviens bien, c'est 4 à 5 mois d'absence. Là. Donc là, on est au mois de février, tu arrives environ au mois de mai-juin. Là, en plus, la saison est repoussée un petit peu dans la LHJMQ. Là, tu aurais des chances de le voir dans les séries. Le problème, c'est qu'en Europe, la saison commence plus tôt, mais se termine plus tôt également. Il n'y a pas vraiment eu de pause comparativement ici non plus. Donc, malheureusement, je pense que ça va lui nuire énormément. Je pense ça va faire en sorte qu'on ne le verra pas de la saison. Je pense que si on peut se croiser les doigts, là, mais de le voir dans une autre compétition,
Je pense que ça pourrait être assez difficile dans son cas. C'est ça, c'est un late en plus, donc de le voir au mondial des moins de 18 ans, c'est impossible. Il y a 18 ans, donc on ne le verra pas là. Ce qui pourrait être invité au championnat mondial senior. Écoute, la Tchéquie ont souvent des bonnes équipes quand même. Ils sont capables d'amener des défenseurs de la LNH souvent là. Donc, Ouais, puis encore moins un joueur qui n'a pas joué depuis plusieurs mois, qui arrive à 18 ans. Ben ça, c'est un excellent point. C'est ça. Si le joueur est en pleine confiance, qui domine sa ligue, c'est une chose, mais là, il n'aura pas joué de match depuis le mois de décembre. Ça, tu as raison. Là, moi, je pense qu'il faut pratiquement oublier ça. C'est là que ça devient un peu l'espoir. Ça devient un peu le Morgan Riley de ce repêchage-là. Ça devient un peu l'Alex Galchenyuk de ce repêchage-là. Parce que là, on a tous vu qu'est-ce qu'il est capable de faire en début de saison. On l'a vu contre le Canada. Il a été excellent. Il prenait des décisions rapides. Je sais qu'il y a des fois du questionnement par rapport à son positionnement défensif. Là. Tendance parfois à oublier quel joueur il doit couvrir. Mais contre le Canada, on a quand même montré pas mal. Ça, c'est intéressant. Là, tu dis, OK, contre des joueurs un peu plus jeunes qui ont peut-être moins d'expérience, qui a peut-être mieux paru à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui prend des décisions rapides, c'est quelqu'un qui est capable qui a un sens offensif en avantage numérique, capable d'attaquer le filet. Il y a un bon lancer, capable d'attaquer vraiment, capable de repérer les coéquipiers. Il est intelligent. T'sais. Donc là, c'est dire, OK, on aime quand même ça par rapport à un autre joueur, donc on va quand même le sélectionner tôt. Je ne pourrais pas te dire qu'il va sortir du top 10 parce que tout le monde ne l'a pas vu, puis il y a comme tu dis, le recency bias qui embarque. Je pense que c'est certain que ça ne va pas l'aider. Là. Écoute, il ne joue pas depuis 5 mois. Là. Ça, on s'entend là-dessus. Là. Mais il ne faut pas dire non plus que ça l'écarte du top 10 pour autant, parce que comme je viens de te le dire, il y a toujours des joueurs qui vont adorer, des recruteurs et des directeurs généraux qui vont adorer ses qualités. Puis, ça peut faire comme un Morgan Riley. Écoute, finalement, Morgan Riley a été repêché 5e en 2012. Galchenyuk, tout le monde le sait, là, c'est un choix des Canadiens en 3e au total en 2002. Et pourtant, ces gars-là, ils n'ont pas joué une tonne de matchs. Galchenyuk, c'est 2 matchs. Puis, Morgan Riley, je pense que c'est 18. Donc, disons que la décision est un peu plus compliquée à prendre. Tu peux dire, OK, malgré le fait qu'il a subi cette blessure, est-ce que ça va le ralentir? Est-ce que ça fait en sorte que son développement va stagner ou au contraire, c'est simplement une crainte? Moi, j'aurais le goût de dire que c'est une crainte. Là. Je pense que c'est... j'ai le goût de dire que c'est plus... comment je pourrais bien dire? C'est pas inquiétant. Là. Je pense qu'il va rebondir puis qu'il va reprendre là où il avait laissé auparavant. Je pense que c'est pas une inquiétude dans son cas. Mais c'est quand même une information que tu dois considérer. Tu sais. Ouais, puis c'est pas une blessure chronique non plus. C'est une malchance. Il a été frappé de... C'est mauvaise place, mauvais moment, il s'est blessé. C'est des choses qui arrivent. C'est pas comme, mettons, un gars comme Hendrix Lapierre qui semblait avoir un problème récurrent qui peut faire peur à certaines équipes. Je pense que c'est pas le cas là, de Jiricek. Ça va être intéressant quand même de voir quelle équipe va prendre la chance, en très, très grosses guillemets, sur son cas là, en juillet prochain. Marty, je vais te parler d'une compétition qui est extrêmement prestigieuse au Massachusetts, là, dans la région de Boston. C'est le Beanpot, on le sait, à chaque année. Les 4 équipes, les 4 universités s'affrontent, là, évidemment, le Boston University, Boston College, Northeastern et Harvard. Et cette année, c'est particulièrement intéressant pour les partisans du Canadien parce qu'il y a plusieurs espoirs, et pas des petits espoirs, des espoirs de qualité qui vont évoluer dans ce tournoi-là. Et à commencer par Luke Tuch, qui, on le sait, on en a pas, je ne sais même pas si on en a parlé depuis le début de la saison ensemble, mais sur cette tribune, on a quand même parlé beaucoup à l'extérieur. Là. Début de saison quand même très difficile pour Luke Tuch, on le sait. C'est un joueur on fonde beaucoup d'espoir chez les Canadiens de Montréal, choix de 2e tour en 2020. Récemment, par contre, s'est replacé. Lui qui compte seulement 6 points en 17 parties, mais tous ces points sont survenus dans les 8 derniers matchs. Donc, c'est beaucoup plus encourageant là, dans le cas de Luke Tuch. Ouais, bien écoute, mais ça va être intéressant à suivre. Puis tu sais, cette compétition-là, le Beanpot, moi, dans ma tête, je te dirais qu'après les séries éliminatoires de la NCAA, je te dirais que dans la NCAA, justement, c'est peut-être la compétition qui est la plus intéressante à surveiller. Parce que justement, comme j'ai mentionné pour Nemec avec le match contre Poprad pour dire que ça avait été en haute intensité, ben écoute, tu as 4 universités qui se battent pour dire qu'ils sont la meilleure université de la région de Boston. Donc, et c'est extrêmement prestigieux. C'est une compétition qui roule depuis 1954. C'est énorme. Les joueurs ont énormément de fierté à vouloir dire qu'ils sont la meilleure université de Boston. Puis là, après ça, on peut taquiner également les autres universités. C'est extrêmement important.
C'est disputé au TD Garden, c'est disputé dans le domicile des Bruins de Boston. Les estrades sont remplies de partisans des deux côtés. Tu le sais comme moi, la NCAA, il y a énormément d'effervescence, énormément d'ambiance là, avec des fanfares d'un gauche à droite, avec tous les étudiants qui encouragent leur équipe. Tout ça pour te dire que tu as la combinaison parfaite pour voir quel joueur s'illustre lorsque ça compte. Lorsque la pression est là, lorsqu'on compte sur toi pour aller marquer le gros but. Et c'est pas très long, tu sais. Là, dans le fond, on en parle ce mardi parce que les premiers matchs sont le lundi prochain. Ça va être le premier tour, si on veut. C'est très simple comme tournoi. Les 4 équipes s'affrontent, là, donc tu as 2 matchs. Les 2 gagnants s'affrontent en finale. Les 2 autres équipes s'affrontent lors d'une finale de consolation. Puis la finale, elle est disputée une semaine plus tard, donc ça va être dans ce cas-ci le 14 février. T'sais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de surveiller ça. T'sais. Dans le cas de Luke Tuch, on le connaît, on le sait. Je pense que lui, son début de saison était difficile parce qu'il a eu une blessure. Ça lui a pris du temps à se mettre en marche. Il a quand même commencé plus tardivement que les autres. Puis ça a vraiment paru lors des matchs que j'ai vus. Dernièrement, je pense que là, il commence à trouver davantage son rythme, notamment son coup de patin, je trouve plus explosif. Revenu pas mal plus comme avant, je te dirais. Donc ça, c'est intéressant à surveiller. Justement, un gars comme Luke Tuch, avec le style qu'il préconise, c'est quelqu'un qui bat au filet. C'est quand même le frère d'Alex. Alex, c'est quelqu'un qui est un assez bon leader. On le voit avec les Sabres de Buffalo présentement. C'est quelqu'un qui est capable de carburer dans les gros moments. Tu le sais comme moi, là, Alex a été tellement bon en série avec les Golden Knights de Vegas dans les dernières années. Donc, on peut dire, est-ce que Luke Tuch va rehausser son niveau d'un cran en plus que le jeu physique, c'est ce qu'il préconise devant le filet, il est capable de s'imposer. Écoute, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Lors d'un des matchs que j'ai regardé, je l'ai bien aimé. Écoute, il a obtenu 5 tirs au but. Il faut être réaliste aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui a un talent offensif extraordinaire et qui réalise des jeux créatifs à toutes les 2 ou 3 présentes sur une patinoire. C'est pas ça du tout. C'est un joueur d'avantage qui a un coup de patin correct. C'est pas Alex Tuch, justement. Il est peut-être moins rapide, mais capable de se signaler. Puis avec sa taille physique, il peut se placer devant le filet puis déranger. Mais il est parfois intelligent quand même dans sa façon d'attaquer le filet. C'est pas simplement quelqu'un qui se dirige au filet puis qui attend que les rondelles se retrouvent là. Puis là, par la suite, va dévier des rondelles ou les récupérer pour marquer avec un retour. Lui, parfois, il est intelligent. Il va faire un petit mouvement à la dernière seconde pour se démarquer de l'adversaire. Ça va lui permettre de se faire oublier puis de marquer, ensuite d'obtenir une chance de marquer. C'est ça qui est intéressant de plus qu'un simple joueur qui se retrouve devant le filet. Mais tout ça pour te dire que lui, ça va être intéressant à surveiller. Dans des matchs de haute compétition comme ça, c'est un joueur comme ça que tu t'attends à ce qu'il ressorte. S'il ressort moins, c'est pas la catastrophe, là, on s'entend. Mais disons que tu peux te poser peut-être un peu plus de questions. Mais bon, non, mais il faut qu'il ressorte parce que je comprends le début de saison un peu plus lent, retour de blessure, ça va. Mais il ne faut pas qu'il y ait une régression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il avait quand même récolté 11 points en 16 parties. Là, il est sur une belle ère d'aller. Ça va bien dans les derniers matchs. Commence à engendrer les points. Moi, je veux qu'il se présente quand ça compte avec Boston University. Alors, ça va être un beau test le lundi prochain, comme tu l'as dit, pour ce tournoi d'envergure. Parce que c'est là quand ça compte. C'est là que les joueurs de série, c'est là qu'ils se distinguent. Alors, Luke Tuch va être intéressant à surveiller. Ça va être la même chose pour Jordan Harris, le capitaine de Northeastern, qui, on le sait, ici au Québec, on a énormément d'attentes envers ce jeune espoir-là. Va-t-il signer, signera-t-il pas? Parier que l'état-major des Canadiens de Montréal, là, certains représentants seront dans les estrades, j'en suis convaincu là, pour ce tournoi-là, pour voir à l'œuvre Jordan Harris. Écoute, Jeff Gorton est originaire de la région de Boston. D'après moi, le Beanpot, il le tient en haute estime, mais en plus, il y a des espoirs. Puis même Ken Hughes, là. Ken Hughes, son gars, j'ai là. Ben oui, c'est sûr. Ken Hughes va aller voir jouer son gars, mais aussi il va faire opération charme, là, étape, je ne sais pas combien, envers Jordan Harris. C'est sûr que le Canadien va avoir ces jeunes joueurs-là à l'œuvre. Non, c'est ça, absolument. Puis, tu sais, dans le cas d'Harris, qui est intéressant un peu plus que Luke Tuch, tu sais, Luke Tuch, il a 19 ans. S'il n'est pas extraordinaire et qu'il ne survole pas la patinoire, à la limite, c'est pas si grave que ça parce que d'autres joueurs un peu plus âgés qui ont des plus gros impacts sur leurs équipes. Tu sais, je prends Robert Mastro-Simon, par exemple. Lui, il faut qu'il en montre davantage. Mais dans le cas de Jordan Harris, lui,
Ben écoute, à l'âge qu'il a là, c'est un joueur de 4e année, c'est un joueur de 22 ans. Il est dominant avec Northeastern depuis au moins 2 ans. Lui, tu dois dominer. Tu dois te présenter là, tu dois montrer que tu es un leader. Tu dois prendre en charge ton équipe. C'est là qu'on va le voir, lui également, à quel point il est capable de prendre la pression et de prendre une équipe sur ses épaules. Et lui, en plus, il faut prendre ça en considération. Je ne suis pas en train de dire que Northeastern est un favori dans ce tournoi-là. Parce que là, ce qui est spécial cette année, c'est qu'en raison des Jeux olympiques, il va manquer beaucoup de joueurs. Et là, tu me vois venir, on a parlé de Devon Levi la semaine dernière, bien, lui, il ne sera pas là parce qu'il est aux Jeux olympiques. Et leur on a parlé des statistiques que Levi présente, là, c'est des statistiques ahurissantes. Donc, de ne pas avoir ton gardien qui supporte ton équipe de cette façon-là, évidemment, ça n'aide pas. Mais c'est là qu'un gars comme Harris, ça va être intéressant de surveiller. Si tu n'as pas ton gardien, c'est le gardien numéro 2, mais tu dois quand même faire le travail et tenter de faire gagner Northeastern. C'est intéressant de voir comment il va se comporter. Moi, je sais que ça peut être inquiétant là, au niveau statistique. Il semble avoir eu une régression par rapport à l'an dernier. Puis les 2 derniers matchs, il est moins 3 lors des 2 derniers matchs. Ça semble un peu inquiétant. Là. Mais moi, honnêtement, lors des matchs que j'ai vus, là, j'ai pas vu d'amélioration, mais j'ai pas vu de régression non plus. J'ai vu le bon vieux Jordan Harris que j'ai vu l'an dernier et que j'ai vu aussi au début de la saison. Là. Ça demeure un joueur super intelligent, prend de bonnes décisions, place toujours la rondelle au bon endroit pour que soit lui ou soit un de ses coéquipiers la récupère facilement. C'est quelqu'un qui est capable de transporter la rondelle un petit peu. Pas de façon élite comme un Kel McCarr, par exemple, mais capable de le faire un peu. Défensivement, il est bon. Capable de s'illustrer en avantage numérique, du moins sur un point de vue de la NCAA. Non, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu. J'ai vu les qualités que j'ai toujours adorées chez Jordan Harris. J'ai continué de les voir. Même physiquement, il s'implique. Même, je pense, dans la LNH, ce ne sera pas un gars physique. Là. Je pense que le gabarit et la force physique des joueurs de la LNH va faire en sorte qu'il ne s'illustrera pas à ce niveau-là. Mais ça demeure un joueur qui est super intéressant. Puis, je ne pense pas qu'il va se laisser intimider non plus. Puis, on a souvent parlé de son intelligence. Là, on le sait qu'il a voulu faire une 4e année universitaire pour obtenir son diplôme. Les études, c'est important pour lui. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant à suivre. Moi, ce que je veux voir, c'est le voir dominer et transporter son équipe. Gagne ou perd, là, je veux qu'il y ait un impact sur la patinoire. Tu parlais de l'aspect physique de la chose, Marty. Je veux te parler de son coéquipier, Jalen Struble. On le sait, sans être un géant, là, seulement 6 pieds. Par contre, c'est un rock. C'est vraiment quelqu'un qui est bâti, qui est costaud. Et il y a quelques semaines, on demandait aux gens d'y aller de leur analyse des meilleurs prospects du Canadien de Montréal, leur 7 préférés en date du mois de janvier. Puis Jalen Struble est sorti à plusieurs reprises dans plusieurs listes. Moi, honnêtement, ça m'a surpris quand même. Est-ce que toi aussi, Marty, tu tiens autant que les gens là, en haute estime, là, Jalen Struble? Ben, écoute, visiblement non, parce que je ne l'avais pas dans mon top 7. Là. Donc, ça serait mal placé de dire que je l'ai autant en haute estime. Là. Mais je comprends pourquoi les gens sont excités, par contre. C'est un gars qui... Je ne sais pas si tu te souviens de la fameuse vidéo des Canadiens de Montréal lorsqu'ils l'ont repêché. C'était un peu... comment je dirais bien... Une bande-annonce de film. Non, c'était pas une bande-annonce de film. C'était davantage un... voyons, dans le fond, les dessous du repêchage, là, avec une caméra cachée, tu voyais Trevor Timmins et Marc Bergevin qui faisaient les choix, qui discutaient de certains joueurs et ça avait toujours frappé l'imaginaire des gens parce que lorsqu'ils sont débarqués à Jalen Struble puis qu'ils l'ont sélectionné, t'as tout de suite Marc Bergevin et Trevor Timmins qui se disaient « Mais mon Dieu, il a le corps d'un dieu grec, ce joueur-là. Il est impressionnant parce que justement, c'est pas un joueur de 6 pieds 8 pouces, mais c'est un carré sur la patinoire. Il est tellement fort physiquement. Pour sa taille, c'est impressionnant. Puis c'est ça semble-t-il que dans les tests physiques, il avait été extrêmement dominant. Il avait éclaté tous les tests physiques. Donc ça, sur ce point-là, c'est intéressant. Et sur la patinoire, c'est pas quelqu'un qui est dépourvu de talent non plus. Là. Pour son gabarit, pour sa force physique, il patine très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dans les coins, il s'illustre parce qu'il est physique, il est capable de tenir son coin, d'immobiliser les adversaires. Donc, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils adorent de Jalen Struble? C'est surtout ça. C'est qu'il y a une combinaison de patins et il est très fort sur le plan physique. Maintenant, il y a une raison pour laquelle Harris est sur la première paire et Struble sur la deuxième. Au niveau offensif, il y en a peut-être un peu moins. Et je pense que s'il atteint la LNH, en fait, je suis assez confiant. Je pense que c'est un joueur de la LNH, là, Jalen Struble.
je l'aime quand même. Là. C'est un gars que j'avais deuxième tour. Pas mal dans les alentours d'où les Canadiens l'ont sélectionné lors de son année de repêchage. C'est quand même quelqu'un qui sortait des rangs secondaires, là, donc pas nécessairement évident à suivre. Mais c'est ça, c'est un bon joueur quand même à ce niveau-là. Je pense simplement que ce ne sera pas un gars offensif dans la LNH. Tu sais, par moment, il fait un peu penser à Romanov, dans le fond. C'est un peu, Romanov, c'est un peu ça. Physiquement, il est quand même assez gros, capable d'appliquer des bonnes mises en échec, il est bon défensivement. Tu sais, peut-être qu'en attaque, il en apporte peut-être un peu moins. Je pense que ça pourrait ressembler à ça. Puis même, de temps en temps, tu le vois appuyer l'attaque, là, mais pas sur une base régulière. Et dans LNH, comme ça va beaucoup plus vite et que les systèmes défensifs sont meilleurs, je pense pas qu'on voit ça de Jayden Strobel. Mais là, dans ce tournoi-là, ça va être intéressant. Comme je t'ai dit, là, plus d'intensité. C'est un match, donc tu dois un match, voire deux. Là. Donc tu dois t'illustrer quand ça compte. Tu n'auras pas 56 occasions de t'illustrer. Donc lui, ça va être intéressant de voir comment il va s'illustrer sur le plan physique. Marty, tu l'as dit, Devon Levi ne sera pas présent à cette classique en raison qu'il va être aux Jeux olympiques. Ce sera aussi le cas de Sean Farrell. Donc, l'espoir des Canadiens ne sera pas un représentant de Harvard lors de cette compétition. Tu l'as aussi mentionné, ça va commencer lundi prochain. Donc, au podcast La Relève, là, on aura la chance de suivre ça avec vous au cours des 2 prochaines semaines pour voir comment ça va se dérouler là, lors de la compétition du Beanpot. Wow. Et ce qui est toujours intéressant par rapport au Beanpot, je n'ai même pas regardé, là, mais habituellement, un réseau comme TSN présente les matchs. Donc, pour les gens qui n'ont pas l'occasion de voir à l'œuvre Jordan Harris sur une base régulière ou Strobel ou Luke Tuck, ben là, c'est intéressant parce que souvent, ces matchs-là sont présentés, sont télédiffusés. Donc là, c'est une belle occasion justement de voir à quel point Jordan Harris peut se comporter. Alors que, je ne veux pas à Northeastern, on a peut-être moins accès aux matchs. Là, les matchs de la division Hockey East sont peut-être moins disponibles. Donc, je pense que c'est pour ça parfois que ces joueurs-là, on les connaît peut-être un peu moins. Là. Je considère ça également dans le cas de Farrell qui évolue à Harvard. Là. Lui, on pourra le voir aux Jeux olympiques, c'est une autre paire de manches, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est une compétition qui est intéressante à suivre parce que souvent, on est capable de les voir à partir de chez nous du Québec. Marty, je vais t'amener sur un sujet un peu plus Ligue nationale de hockey parce qu'hier, on a eu la chance de voir à l'œuvre un jeune joueur avec les Panthers de la Floride, Anton Lundell, disséquer littéralement là, les Blue Jackets de Columbus, 5 mentions d'aide en compagnie de Mason Marchman et compagnie. Là, honnêtement, les Panthers de la Floride, quelle machine de hockey, mais je veux qu'on s'attarde sur Anton Lundell. On aime ça souligner nos bons coups, on aime ça se vanter quand on a visé dans le mille. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi de dire nos mauvais. Moi, personnellement, Lundell, c'était pas mon préféré, mais pas du tout. Lors de son repêchage en 2020, finalement, il est sorti au 12e rang et forcé d'admettre qu'il fait très bien avec les Panthers. 32 points en 42 parties depuis le début de la saison. Moi, je n'avais pas vu venir ça, même pas du tout. Comment tu avais dit ça déjà à un moment donné? Là, tout le monde sauf Lundell. Moi, je voulais rien savoir de. Faut se rappeler, c'est à l'époque, le Canadien de Montréal s'apprêtait à disputer une espèce de play-in contre les Penguins de Pittsburgh. Finalement, ils les ont battus, ce qui ont fait en sorte qu'ils sont reculés du 9e rang au 16e rang et ils se sont retrouvés avec Kaelin Goulet. Donc, moi, j'étais bien à l'aise avec Kaelin Goulet, mais s'il avait repêché le 9e, je ne voulais rien savoir d'Anton Lundell. Je voulais un Marco Rossi, un Cole Perfetti. Il y avait plusieurs joueurs que j'espérais voir atterrir avec les Canadiens de Montréal à ce moment-là. Anton Lundell ne faisait pas partie de ceux-là. Je ne dis pas si le Canadien avait repêché 35e et que Lundell avait été disponible, on s'entend. Mais ça reste forcé d'admettre que c'est tout un joueur de hockey. Puis encore une fois, il l'a prouvé hier là, dans la victoire des Panthers. Oui, non, absolument. Puis, c'est vraiment, vraiment impressionnant de le voir. Il y a tout. C'est comme ça que je vais le dire. Il y a tout. Il y a le gabarit. Il patine super bien. Défensivement, c'est A1. Il est toujours bien placé. Mais la pression au bon moment se retire un peu quand ça compte. Là, quand c'est ses ailiers qui appliquent de la pression d'échec avant, lui demeure un peu plus en zone neutre pour appuyer ses défenseurs, pour contrer un petit peu les attaques adverses, là, pour justement freiner le jeu de transition, faire bien le centre. Il est écœurant à ce niveau-là, mais aussi, je pense qu'on l'a bien vu hier, là, il y a au moins 3 buts où je pense que ça a énormément paru. C'est qu'il est super intelligent. Tu sais, quand je parle d'anticiper les décisions, là, il l'a fait tout le long du match. Je l'ai regardé hier. Là, tout le long du match, je vais te donner un exemple. Là. Je pense que c'est arrivé pas longtemps après le 2e but, puis toute une passe d'ailleurs pour Sam Reinhart. Écoute, prend la rondelle, tourne son corps un petit peu, fait une passe qui est très difficile à effectuer.
tout un jeu. Mais quelques secondes après, les Panthers rejettent la rondelle en territoire adverse. Merzlikins tente de dégager la rondelle, mais Lundell, c'est impressionnant parce que je pense qu'une seconde avant de toucher à la rondelle, Lundell est à peu près dans le centre de la patinoire, près de la ligne bleue. Il a tellement un bon coup de patin, puis il est tellement bon pour anticiper, il a tout de suite compris que Merzlikins allait envoyer la rondelle par la bande à un de ses coéquipiers. Résultat, qu'est-ce qui est arrivé? Il a tout de suite pris son envol, s'est dirigé sur le long de la rampe, a récupéré la rondelle, puis ça a donné une chance de marquer aux Panthers. Puis ça, il en a fait, ça c'est un exemple, là, mais il a fait 4, 5 ou 6 jeux comme ça qui ont été vraiment impressionnants. Tu sais, quand je parle d'anticiper les décisions 2 ou 3 ou 4 secondes d'avance, lui, c'est le meilleur exemple, puis c'est élite. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis, on parlait de son année de repêchage, là, les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Je sais qu'on a discuté un peu avec Kevin Dubé, ton excellent ami Kevin Dubé, qui lui non plus n'était pas un très, très... À qui je veux souhaiter bonne fête d'ailleurs. Bon anniversaire, Kevin, c'est aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. OK, c'est pour ça. Je suis allé voir son profil tout à l'heure. Il y avait des ballons il y avait des ballons de tous les côtés sur Twitter. OK, je viens de comprendre. Écoute, Kevin, si tu nous écoutes, un joyeux anniversaire. On en profite pas mal. Puis, je suis convaincu que Deso apprécierait de prendre une petite bière avec toi pour fêter ça. Pas possible. Pas possible pour l'instant, mais continue, Marky, ton point. Ça va venir à un moment donné. Mais tu sais, je pense que ce qui n'a pas retenu beaucoup les gens, je sais que c'était souvent la critique chez les gens lors du repêchage 2020, c'est qu'ils disaient c'est un joueur étiqueté troisième trio. Les gens voyaient tous qu'il était excellent défensivement. Ils ne voyaient pas d'attaque. Ils voyaient simplement un gars qui patinait, qui était bon défensivement, mais qui ne créait pas. Et pourtant, je ne comprends pas pourquoi les gens ont pensé ça. Moi, lors des séquences que je le regardais, il me semblait... J'ai vu quand même quelques séquences où il tentait des passes qui étaient extrêmement difficiles. Il y avait beaucoup de créativité, de la créativité qui appartenait aux joueurs d'élite. Donc là, je me disais, écoute, s'il est capable de faire ces jeux-là, qui est super intelligent et qui est bon dans les deux sens de la patinoire, écoute, je comprends que c'est l'ALNH et que c'est plus difficile, mais il a l'intelligence à un autre niveau. Donc je pense qu'il va être capable de s'en sortir et de créer de l'attaque quand même. Puis là, je pense que c'est ce qu'on a vu hier et ce qu'on voit depuis le début de la saison. Anton Lundell, finalement, surprend parce que je pense que les gens ont sous-estimé sa créativité avec la rondelle. Il est pas mal plus créatif qu'on le pense. Et ça, et aussi, c'est pas le joueur. Tu sais, Alexander Holtz, par exemple, en 2020, il avait un tir canon. Mm-hmm. Il était capable de décocher de manière super incroyable. Lundell, c'est moins un marqueur. Donc, tu sais, les bons vieux faits saillants sur YouTube, de voir le gars qui traverse la patinoire et qui marque, lui, tu as peut-être moins vu ça. Je pense que ça... Donc, je pense que le fait pour être un marqueur, c'est ça, je pense que ça lui a nu. Je pense que les gens ont sous-estimé ça. Et l'autre détail, c'est que lui avait raté le mondial junior cette année-là, avant 2020. Avait été blessé, n'avait pas pu évoluer. Je pense que ça aurait peut-être changé la perception des gens s'il avait eu l'occasion de faire comme un Brad Lambert a fait dans la période des fêtes. S'il était débarqué au mondial junior, qui avait été époustouflant, qui avait été vraiment, vraiment écœurant, qui avait été capable de produire offensivement en plus, je pense que là, les perceptions auraient changé. Puis il n'y a pas eu l'occasion. Là, ensuite, il y a eu la COVID-19 qui est arrivée au mois de mars, donc tout a été annulé. Mm-hmm. Donc, on n'a pas eu l'occasion de le voir, et de toute façon, il y avait 18 ans. Donc, on ne l'a pas vu au mondial des moins de 18 ans. On ne l'a pas vu au championnat mondial senior. Il n'y a pas eu d'autres compétitions de le voir. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est un peu tombé sous le radar, alors que si tu regardes tous les joueurs qui ont été repêchés dans le top 10 ou à peu près, là, ils ont tous eu une grosse compétition internationale dans laquelle on a pu les voir. Lafrenière avait été excellent au championnat mondial de hockey junior. Quinton Byfield avait été moins bon, mais il avait joué là également. Dawson Mercer avait joué là. Alexander Rose, Lucas Raymond avait joué pour la Suède. Askarov avait joué pour la Russie. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ah, je comprends très bien. Même des joueurs comme Cole Perfetti n'ont pas joué au mondial junior, mais il a joué au mondial des moins de 18 ans. Avait été extraordinaire. Je pense que, pas cette année-là, mais en tout cas, avec Perfetti, comme c'était signalé, au Ledica Gretzky un petit peu la saison d'avant, il s'était bâti un profil, si tu veux. Là. Marco Rossi, lui, avait une saison extraordinaire avec les 67 d'Ottawa, donc je pense que ça l'avait aidé. Tu comprends ce que je veux dire? Lundell, il n'a pas eu les projecteurs de cette façon-là. Il n'a pas ressorti parce qu'il y a eu quelque chose d'exceptionnel, notamment autant pour avoir évolué sur la scène internationale, mais aussi sur le plan statistique, ça a peut-être moins ressorti.
En tout cas, je pense, du moins, là, je pense que c'est peut-être pour ça qu'on l'a sous-estimé un peu. Moi, personnellement, je l'avais 8e, donc je ne me mettrais pas dans cette catégorie-là, mais Bon, on le sait bien, on le sait bien. Moi, je vais me mettre dans cette catégorie-là parce que moi, je l'avais pas en haute estime comme toi, mais props to you. Et c'est pour ça que tu es notre expert ici au podcast La Relève. Marty, je vais te parler d'un autre joueur, un autre sujet qu'on repousse depuis des semaines. Ça fait des semaines, tu m'achales, avec Sean Durzi. Finalement, on en parle aujourd'hui. Défenseur des Kings de Los Angeles qui va bien, qui a encore très bien fait dans un match notamment contre les Flyers ce week-end. Qu'est-ce qui t'impressionne à ce point-là de chez Sean Durzi, ce défenseur de 23 ans? Mais tu estimes toutes les fois que je veux en parler, j'insiste, puis tu veux pas. Toi, t'es pas aussi en amour que moi sur Sean Durzi. Non, mais écoute, Sean Durzi, c'est. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je vais l'expliquer comme ça, puis j'avais déjà écrit un tweet là-dessus, là, sur Twitter. Si les Canadiens, puis là, tu vas pratiquement me dire que tu souhaites, que tu aurais préféré que Sean Durzi soit moins bon, là. Mais si Kale Clague est à Montréal, c'est principalement parce que Sean Durzi a bien fait du côté des Kings de Los Angeles. Kale Clague, on l'a bien vu à Montréal. Bon, il y a énormément de carences en défense, mais au moins, c'est quelqu'un qui transporte quand même bien la rondelle et qui est bon en avantage numérique. Des qualités que Durzi a, et Durzi est meilleur défensivement et il y a une petite coche de plus au niveau offensif. Donc, aussitôt qu'il s'est mis à jouer en raison de la blessure de Drew Doughty avec les Kings, il a été vraiment excellent. Il s'est retrouvé très rapidement sur la première vague d'avantage numérique. Et lorsque Doughty est revenu, il y avait une congestion à la ligne bleue et c'est là qu'on a décidé de placer Clague au balotage et c'est comme ça que les Canadiens l'ont réclamé. T'sais. Mais pour revenir à Durzi, il est vraiment, vraiment excellent avec la rondelle. Tu sais, lorsque je te parle des joueurs qui sont capables de créer un autre niveau, qui sont élites pour la création de l'attaque et qui ont le flair pour attaquer le filet, Sean Durzi, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui transporte super bien la rondelle. Il a d'excellentes mains. Puis tu sais, quand je te parle d'exécution, de prendre des décisions rapides avec la rondelle, lui, c'est ça. La rondelle n'est pas énormément longtemps sur son bâton. 1 seconde, 2 secondes, la rondelle est partie, il a effectué un jeu. Il est tellement intelligent. Souvent, il repère le joueur qui est tout seul dans l'enclave, le joueur qui est positionné pour obtenir des chances de marquer. Tu sais, des joueurs d'élite comme ça qui créent de l'attaque, il n'y en a pas énormément. Et c'est pour ça que je l'adore. Il a un très, très, très bon sens de l'anticipation. Je pense qu'on l'a vu contre les Flyers. Là, son aide sur le premier but de Victor Arvidsson, c'était quand même quelque chose. Là. Il a été très créatif. Il a ramené la rondelle un peu en cuillère. Il savait qu'Arvidsson était à côté. Il a attiré le gardien de but. Puis par la suite, on a remis à Arvidsson. Avec le geste, en attirant le gardien de but, le filet était pratiquement ouvert là, pour Arvidsson. Les joueurs d'élite qui sont intelligents, qui créent des choses dans la LNH, ce sont des petits jeux comme ça qu'ils sont capables de faire. Tu penses tellement à un autre niveau que les adversaires seront un peu envoûtés par toi, si tu veux. Là. C'est comme ça que tu es capable de créer de l'attaque parce qu'on s'entend dans la LNH, tout le monde est bon. Je vous le dis, le surveiller-là de Sean Durzi, il est excellent. Là, évidemment, il y a Drew Doughty devant lui à Los Angeles, donc je ne vais pas vous dire que c'est un futur défenseur de première paire, je ne suis pas fou non plus. Là. Mais sur une deuxième paire comme élément défensif qui peut jouer sur une deuxième vague d'avantage numérique, c'est franchement, franchement intéressant. Et tu sais, c'est pas lui qui a le meilleur partenaire de défense non plus. J'aime beaucoup Tobias Bjornfot. C'est un gars que j'adore au niveau de sa mobilité, un gars qui comprend très bien le jeu, mais il est encore très jeune. Donc, c'est dire à quel point je pense que ce que Sean Durzi fait présentement avec les Kings, c'est quand même pas mauvais. T'sais. Exact. Sean Durzi, je vous le rappelle, là, à la base, choix des Maple Leafs de Toronto, mais avait été échangé dans la transaction de Jake Muzzin. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, il s'aligne avec les Kings de Los Angeles. Marty, avant qu'on passe à notre entrevue avec Nathan Gaucher, juste mettre un petit peu les choses en contexte là, dans les derniers jours. La Ligue de hockey junior major du Québec a annoncé qu'elle allait reprendre ses activités à compter du 4 février, donc à partir de vendredi, et qu'on verra là, avec le gouvernement là, à partir de quel moment on pourrait avoir des spectateurs, là, mais tout semble croire que ce serait à partir du 7 février. Malheureusement, au moment qu'on a enregistré notre entrevue avec Nathan Gaucher, rien de tout ça n'était encore dévoilé au grand public. Donc, il y a peut-être 1 ou 2 points là, qui vont vous sembler peut-être un peu étranges dans nos questions ou dans les réponses de Nathan, mais sachez que c'est tout simplement parce que l'entrevue a été faite un peu plus tôt, mais elle reste tout de même bien intéressante. Donc, Marty, ensemble, allons écouter notre entrevue avec Nathan Gaucher des Remparts de Québec. Nathan, merci beaucoup d'être avec nous au podcast La Relève, c'est très apprécié. Merci beaucoup à vous, c'est gentil.
Nathan, on le sait, tu es un joueur qui est projeté très haut dans les listes. Plusieurs te voient sortir en première ronde en juillet prochain. Est-ce que ça amène une pression supplémentaire dans ton jeu? Est-ce que tu y penses quand tu es sur la patinoire? Honnêtement, je te dirais plus ou moins. Là, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me disent avec la pression cette année, le repêchage, ces affaires-là. Mais moi, on dirait que tu sais, ça me motive à jouer encore mieux puis prouver que je mérite d'être encore plus haut dans le classement. Puis juste prouver tu sais, à quelle façon que je suis capable de jouer puis aider mon équipe à gagner de cette façon-là. Fait que, honnêtement, pour répondre à ta question, non, je pense pas beaucoup. Là. Pas une grosse pression qui se met sur mes épaules. On le sait, la centrale de recrutement a dévoilé sa liste là, il y a de cela quelques semaines. Tu figures au 16e rang. Est-ce que ça, c'est un élément que les joueurs vont regarder? Est-ce que vous challengez entre vous pour être le plus haut possible? Est-ce que c'est un élément important pour toi? C'est sûr, honnêtement, c'est le fun de regarder des classements, de se comparer un petit peu aux joueurs du même niveau que toi dans la ligue à travers. Des fois, on se compare aux gars de Québec. C'est le fun de se comparer aux gars de la WHL puis de la OHL. Fait que, honnêtement, c'est quelque chose de vraiment le fun. Mais je vois pas, dans le fond, je fais ça pour moi, puis je veux être le plus haut possible. Dans le fond, je veux être repêché dans une grosse organisation. Fait que le rendement, ça ne me dérange pas bien. C'est juste que c'est le fun de voir la comparaison. Puis c'est la première liste qui est sortie, fait que c'est sûr que c'était plaisant. Nathan, tout d'abord, salut. Puis on est très excités de commencer nos premières entrevues par rapport aux espoirs du repêchage 2022. On suit à peu près tous les espoirs, mais surtout le prochain repêchage. C'est pas mal de dada des amateurs. Mais moi, j'avais une question par rapport à la pause qui se passe présentement. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est difficile? Et comment tu trouves le moyen de t'occuper, de garder le moral un petit peu? Comment tu gères ça dans ton quotidien? Honnêtement, c'est sûr que c'est difficile. On est un petit peu dans l'inconnu. On ne sait pas quand on va commencer à jouer. Ça fait quand même déjà un mois et quelques jours qu'on ne joue pas. Fait que c'est difficile. C'est sûr que pour moi, la clé, je pense, c'est vraiment d'avoir une bonne routine. Là. Tu te lèves le matin, comme là, on est rendu à l'aréna. Fait que c'est le fun. Tu te lèves le matin tranquille, tu prends ton bon déjeuner, tu viens pratiquer avec les gars, tu t'entraînes. L'après-midi, tu fais ton école. Fait que on est tous dans une situation. Puis garder le moral haut, puis avoir ta petite routine, souvent, c'est deux actions qui m'aident beaucoup pour les dernières années. Tu parles, Nathan, que vous êtes tous dans la même situation. C'est le cas pour la LHJMQ, mais ce n'est pas le cas nécessairement pour toutes les ligues sur la planète. Il y a des jeunes espoirs qui jouent encore au hockey. Est-ce que c'est frustrant de voir qu'ailleurs, ça joue, qu'eux peuvent augmenter leur valeur au repêchage, puis que vous, pendant ce temps-là, peut-être que ça casse un peu votre rythme? C'est sûr que c'est frustrant dans un sens. Beaucoup en tant qu'équipe à la Coupe Montréal à la fin de l'année, ça va peut-être avoir un petit avantage de ce côté-là, mais l'année passée, on a joué, les autres ligues ne jouaient pas beaucoup. Fait que c'est un petit peu le revers de la médaille. Puis dans ce cas-là, je pense que les recruteurs font leur travail et vont re-regarder les matchs d'avant Noël. Puis ça va être à moi, justement, quand c'est le retour au jeu, de prouver encore plus puis de mettre les bouchées doubles pour pouvoir rattraper mon temps perdu. Là. Ce que j'avais vu. Vas-y, Marty. Ouais. Ce que j'avais vu, c'est que pendant la pause, je pense que tu avais réussi tu avais eu le temps de pratiquer certaines activités que tu n'as peut-être pas eu le temps de faire. Normalement, la LHJMQ roule à plein régime pendant la période des fêtes et pendant l'hiver. Ça t'a permis de faire quelques trucs que tu n'as jamais fait d'habitude. C'est ce que je me trompe, là, jouer notamment sur des patinoires extérieures. Exact. Non, mais honnêtement, c'est le fun. Faut que tu prennes ça positivement. Tu prends du temps avec ta famille. Là, on est revenu à Québec. Mais là, je prenais du temps avec ma famille. Je faisais des activités extérieures. J'avais même pas de bottes puis de salopettes pour aller jouer dehors. Tellement qu'avec le hockey, on va pas jouer dehors, on va pas faire du ski, ces affaires-là. Fait que c'est des activités qu'on apprend à aimer. Puis, comme j'ai dit, tu cherches le positif de ça. Puis c'était quand même le fun à la maison avec la famille. Mais ça ne va jamais battre le retour au jeu, ça c'est sûr. Mais c'est le fun d'avoir un petit peu de diversité et avoir une petite pause, ça c'est sûr. Nathan, tu as un coach qui a à peu près tout vécu dans le monde du hockey. Toi, tu l'as peut-être pas vu jouer, mais en tout cas, si tu ne sais pas, ton coach, c'est une légende du hockey. Juste à tenir au courant. Est-ce que ça t'arrive de parler avec lui de ce qui peut venir pour toi au repêchage ou peut-être dans les années à venir? Est-ce que c'est des choses dont vous discutez ou vous vous concentrez sur la saison de hockey? Honnêtement, dès le début de l'année, il était très sportif avec moi. Et il m'a offert tous les outils nécessaires. À chaque 10 rencontres, on se rencontre, puis on dit justement ce qu'il y en est, la façon que je joue. C'est le fun de l'appui des entraîneurs là-dedans aussi parce que tu ne te sens pas tout seul par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est beaucoup le focus par rapport à l'équipe. On a un très bon club cette année. Ce sera le fun d'aller le plus loin possible. Mais c'est le fun aussi d'avoir des feedbacks personnels,
d'une personne, comme tu as dit, une légende du hockey. C'est le fun de voir par où il est passé, puis c'est quoi les tips qu'il peut te donner là, pour prochainement. Là. Fait que non, c'est vraiment le fun. Moi, Nathan, je vais y aller pour une bonne vieille question classique de repêchage. Notre but, c'est de vous faire connaître pour les amateurs, peu importe l'équipe pour laquelle tu vas être repêché. Tu te décrirais comment, environ, comme joueur? Honnêtement, là, je pense que je suis un joueur qui travaille très fort sur la patinoire. Là. Je travaille dans les deux sens de la patinoire. Je suis un centre. Je suis un gros centre, justement, qui gagne ses mises au jeu, qui joue des deux bords de la patinoire, qui amène autant offensivement et défensivement. Fait que j'ai une présence physique intense. Fait que je me décrirais comme ça. Là. Moi, je suis curieux, justement, tu viens de parler dans les deux sens de la patinoire, puis pour t'avoir vu jouer, honnêtement, c'est probablement la chose qui retient le plus l'attention. Là. Pour ton âge, tu es déjà très, très, très efficace dans les détails. Dis-moi, est-ce que c'est l'instance du jeu défensif, parfois pour les jeunes, ça peut être un peu difficile. Toi, est-ce que tu as su maîtriser ça à un jeune âge quand même? Ou... Ben, tu sais, ça a tout le temps été un petit peu dans la famille. Là. Mon frère aussi, c'était ce genre de style de joueur-là. C'est vraiment important, là, peu importe que tu joues à un bon niveau, faire des points, c'est le fun, produire offensivement ces affaires-là, mais plus que tu vas monter dans le hockey, il faut que tu vois un petit peu plus loin. Puis porter un gros intérêt sur ta zone défensive, puis à jouer en unité de 5, c'est vraiment, ça va porter fruit. Puis justement, ça porte fruit en ce moment pour moi. Puis je continue dans cette topic-là. Là. Parce que j'ai des espions qui m'ont dit, qui t'ont déjà vu jouer à l'âge de 9 ou 10 ans, puis ils disaient, écoute, Nathan, là, il n'y a personne qui était capable d'effectuer un repli défensif, mais Nathan, à 10 ans, le faisait déjà. C'était déjà ancré en toi. Là. C'est ce qu'on m'a dit. Je vais te dire plus tard, c'est qui mon espion, puis tu le connais très bien, je suis pas mal certain. C'est bon, mais honnêtement, c'est dans moi, là, c'est dans ma nature de joueur de hockey, c'est dans mes forces, dans mes forces, justement. Puis, commencer jeune, c'est ça qui me permet de perfectionner le tout aujourd'hui. Fait que ça va tout être dans cette optique-là, le travail fort, les replis défensifs, c'est vraiment important dans le sein d'une organisation comme les Remparts, puis l'organisation d'un club de la Ligue nationale. Fait que... Quand on parle de côté défensif, tu as quand même été finaliste au meilleur attaquant défensif l'an dernier, trophée que finalement Dawson Mercer a mis la main dessus, donc tu es vraiment considéré comme un élite dans la Ligue. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux transporter dans la Ligue nationale? Est-ce que tu veux être reconnu comme un joueur défensif ou tu penses que tu peux en apporter offensivement sur la patinoire? Honnêtement, là, je pense que je peux apporter les deux, justement, mais dans ma tête, tu passes beaucoup de temps dans ta zone défensive, puis plus que tu es meilleur dans ta zone défensive, plus c'est facile d'aller jouer offensivement. Fait que perfectionner défensivement, ça m'a aidé beaucoup à produire offensivement. Dans les dernières années, on peut voir que ma production offensive a été de mieux en mieux. Fait que non, c'est quelque chose que j'aimerais apporter dans la Ligue nationale, mon jeu défensif. Mais ça peut créer beaucoup de chances offensives. Puis c'est sur cette optique-là que je vais amener dans la Ligue nationale. Nathan, je vais t'amener un petit peu ailleurs. Tu as un frère qui joue dans la LHJMQ. C'est comment d'affronter son frère puis de faire des mises au jeu contre lui? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est... Raconte-nous comment c'est. C'est le fun. Honnêtement, c'est ton frère, tu compétitionnes depuis tellement longtemps contre lui. Là, c'est une compétition amicale. C'est vraiment le fun de jouer contre lui. Depuis qu'on grandit, qu'on est comme... on pratique ensemble en arrière de notre maison. L'été, c'est avec lui que je m'entraîne justement. Fait que c'est le fun de l'affronter, d'avoir des mises en jeu, comme tu as dit, justement. Là, on dirait que ça motive un petit peu plus à la gagner. Fait que non, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr que je veux qu'il réussisse, mais en même temps, je veux gagner. Fait que c'est un côté un petit peu mitigé. Puis quand tu joues, il n'y a comme pas d'amis, pas de frères. Fait que c'est ça qui arrive une fois pas sur la patinoire. Hey, je suis curieux de savoir, ça doit être quand même spécial. Tu parlais de ton frère qui est avec le Drakkar de Bécomo, puis tu as ton père, Yannick, qui lui est directeur général adjoint des Huskies de Rouyn-Noranda. Tu as quelques rivalités à gauche et à droite. Comment c'est tu représentes les grands remparts, tu veux gagner, mais de l'autre côté, tu as ton père et ton frère qui sont dans d'autres équipes. Comment tu te comportes avec ça? Ouais, ben exact. Comme tu l'as dit, on est une famille de hockey. Là. Mon père, il a un gros rôle aussi avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Mon frère est à Bécomo. C'est le fun de voir la diversité un petit peu, comment ça se passe dans les autres équipes. Mais cette année, je pense qu'on a une très bonne équipe pour aller jusqu'à la fin. Puis je me concentre plus sur mon équipe cette année. Mais c'est le fun, avoir un petit peu de détails sur les autres équipes, voir comment ça se passe ailleurs. Tu te sens pas tout seul dans la ligue. Fait que non, c'est super le fun.
Et puis par rapport à ton père, je veux simplement renchérir. Tu sais, ton père a déjà joué dans la LGMQ, justement, avec le Collège français de Longueuil, puis avec les Foreurs de Val-d'Or. Ouais. Comment penses-tu que le vécu de ton père peut t'aider, justement, à franchir les petites étapes, que ce soit au niveau junior majeur, mais peut-être même professionnel? Ben, comme tu as dit tantôt, j'ai commencé vraiment jeune à avoir une fierté défensive, ces points-là. Puis c'est beaucoup lui qui me l'a amené. Là, il sait de quoi il parle, il a joué, puis il sait ce que ça prend pour se rendre au prochain niveau. Fait que ça, c'est des qualités qui m'ont inculqué dès que j'avais 8-9 ans, comme tu m'as dit. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir avoir quelqu'un pour. Si tu as des questions, il a passé par là. Fait que c'est ton père, puis tu n'as pas à être gêné. Des fois, c'est gênant un petit peu d'aller demander à quelqu'un d'autre ou à ton coach ou à quelqu'un qui a passé par là, mais là, c'est ton père. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir des feedbacks comme ça, puis de mon frère aussi, justement. Pour revenir à ton équipe, Nathan, bon, à la période des transactions, vous avez été relativement tranquille, mais quand même, vous êtes allé chercher un gars comme Connor Frenette. Qu'est-ce que tu Ouais. peux nous dire sur Connor Frenette? J'imagine que tu vas préférer l'avoir dans ton équipe que contre toi. Non, c'est un gars qui travaille super fort. Là. C'est super le fun de l'avoir ici. Ça amène une certaine identité aussi dans le club qui nous manquait un petit peu. De l'acharnement sur la patinoire, la détermination. Moi, j'amène un petit peu ça. Je trouve qu'on se ressemble un petit peu comme joueurs. Puis comme les deux aussi dans la chambre. Puis c'est un très bon gars aussi. C'est un très bon teammate. Il est super gentil. Fait que je pense que c'est une très belle acquisition. Puis il va surtout bien compléter notre alignement. Là. Puis Coulombe, peut-être on le connaît un peu moins. Qu'est-ce que tu as vu de lui sur la glace à date? Puis, honnêtement, c'est deux joueurs qui ont gagné la Coupe du Président l'année passée. Fait que, ils ont du vécu, ils ont de l'expérience dans les séries aussi. Coulomb, c'est un excellent joueur aussi, un très bon lancé. Ils vont compléter encore, comme une fois que j'ai dit, super bien notre équipe en profondeur. Fait que, non, c'est le fun d'avoir une certaine profondeur en Coulomb. Puis c'est deux très excellents joueurs. Nathan, je le disais un peu plus tôt tout à l'heure, évidemment, c'est ton année de repêchage. Est-ce que tu as hâte de t'embarquer dans le processus des entrevues, de faire les combines, de financer tout le tralala qui vient avec cette fameuse année-là? Je présume que c'est un rêve pour toi de te faire repêcher dans la Ligue nationale de hockey. As-tu hâte de commencer tout ça, là? Ben, honnêtement, je vais t'avouer que j'ai déjà commencé les entrevues, ces affaires-là, les contacter avec les équipes. Honnêtement, c'est un processus qui est vraiment le fun. Tu vois un petit peu les organisations, comment c'est quoi la Ligue nationale un petit peu. Tu sens ça s'en vient. Fait que c'est vraiment le fun. Tu regardes des fois les games de la Ligue nationale un petit peu différemment, avec un œil différent. C'est super le fun comme processus. C'est sûr que ça demande beaucoup avec le hockey et l'école. Mais c'est un processus qui dure 1 an, comme tu dis, puis ça vaut vraiment la peine, puisque en juillet, ça va vraiment valoir la peine. Fait que non, c'est vraiment le fun. Est-ce qu'il y a Des des gars équipes comme avec qui ça l'a plus accroché, sans nécessairement nommer de nom, là? Est-ce qu'il y a des équipes, tu vois, j'ai plus d'affinité avec ceux-là, je sens qu'eux autres seraient un peu plus intéressés à me rapatrier dans leur rang. Est-ce que tu peux déceler ça déjà au mois de février? Normalement, pas pour l'instant. Là, c'est des questionnaires, des questions un petit peu vagues. Je pense pas que les équipes veulent faire beaucoup d'attentes aux joueurs en ce moment. Fait que je vais les laisser faire leur travail puis leur prouver que c'est moi qui faut dans l'organisation. As-tu eu des hints un peu des gars repêchés des dernières années comme Crevier, Malatesta ou Evenas? Est-ce qu'ils en ont parlé avec toi? Est-ce qu'ils t'ont donné des trucs? Est-ce que vous en avez parlé finalement? Honnêtement, c'est le fun de vivre ça. Là. Les gars sont partis tout à leur camp cet été estival, pas estival, mais en septembre, je pense. Fait que c'était le fun. Ils sont revenus avec un bagage d'expérience. Puis un petit peu, ils ont vécu ça l'année passée aussi, les entrevues avec telle équipe, telle équipe. Fait que c'est le fun des fois de pouvoir en parler à quelqu'un qui a vécu ça, comme j'ai dit tantôt. Fait que honnêtement, c'est des excellents joueurs. Puis on est tous proches ici à Québec. Fait que j'ai beaucoup d'aide de ce côté-là. Moi, je suis curieux de voir, tu as parlé brièvement de l'école. Comment ça va à ce niveau-là? J'ai entendu parler que tu étais probablement quelqu'un qui était très bon à l'école. Tu avais d'excellentes notes. Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, ben, c'est un petit peu dans la famille. Là. L'école, c'est vraiment important. Mon frère qui a gagné le trophée l'année passée. C'est un aspect de ma vie qui va toujours rester important. Là. Ça l'a été depuis que je suis tout jeune. C'est juste que pour le moment, on prend un petit peu moins de cours que les élèves réguliers au cégep et ces affaires-là. Comme tu dis, dans le mois dernier, j'ai eu plein de temps pour faire de l'école. Dans les moments off, c'est là qu'il faut que tu te focuses vraiment sur ça. Puis quand tu reviens chez toi à la maison, quand tu n'as pas de partie, fait que c'est juste de gérer ton horaire dans une certaine façon, puis avoir une petite routine. Puis ça va super bien pour l'instant. Puis je pense que tous les gars aussi cette année ont une très bonne note. Fait que c'est super.
je suis curieux de savoir par rapport, tu sais, justement, on a parlé de tes notes, ça va très très bien, etc. Il y a toujours l'option NCAA qui se présente un petit peu. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, vouloir jouer pour les prestigieuses universités américaines, ou au contraire, on a parlé, ton père est un ancien de la LGMQ, c'était plutôt un rêve, tu t'es dit, écoute, moi, je veux vraiment jouer dans la LGMQ. Comment tu as vu ça? C'est sûr qu'à mon année de repêchage, j'ai eu un questionnement. Là. C'est le fun de s'aventurer puis de voir c'est quoi les territoires extérieurs. Puis ces affaires-là, voir la meilleure option pour moi, mais ça a toujours été le junior. C'est comme tu dis, mon père, il a joué junior. Puis c'est plus proche de la maison aussi. Fait que non, je suis vraiment content de ma décision. Ah, c'est ça, puis parce que c'est ça qu'on m'avait dit, c'est ça. Là, je vais te dévoiler, le poteau rose. Mon espion, dans le fond, c'est je travaille avec Dave Morissette à TVA Sport, donc je suis assez très bien placé pour savoir. Il m'en a dit pas mal et pas mal. Là. Donc, On peut pas tout révéler. Je comprends. C'est pour ça qu'il m'en a dit pas mal. Écoute, pendant 10 ou 15 minutes, il m'a dit que des bons mots de toi, Nathan. Là, c'est fou. Là, il m'a dit tout de suite, écoute, tu le voyais jouer à 9 ou 10 ans, puis tu pouvais déjà voir qu'il y avait une carrière professionnelle qui se dessinait devant lui. C'est même pas mes propos, là, c'est les propos de Dave. Et Dave, je sais qu'il en a vu pas mal. Tu sais. Je connais bien. Là, son fils, c'est un de mes meilleurs amis. Fait que je suis tout le temps rendu là. C'était l'été, puis cette affaire-là, on a joué beaucoup quand on était jeunes ensemble. Fait que c'est le fun de savoir qu'il rapporte des beaux mots. Puis Dave, il nous disait que c'était un de tes rêves de dropper les gants contre lui, hein? C'est vrai, ça? Je dirais rien là-dessus. Nathan, vas-y, Marty. Mais tu sais, Dave me racontait tout simplement, il l'appelle Nate. Là, il dit Nate est tellement une bonne personne. Écoute, à ma fête, Dave, sa fête était au 24 ou au 25 décembre. Puis écoute, il a pris la peine de le texter, lui souhaiter bonne fête. Ouais. Il disait c'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les amis de mon fils. Son fils qui est Zach, là, qui joue dans les GHL en Alberta en ce moment. Puis tu sais, il disait qu'il prenne la peine de faire ça. Tu vois que c'est vraiment une très bonne personne qui est il est très à ses affaires. Puis honnêtement, je pense qu'on l'a vu aussi aujourd'hui. Là. Merci. Nathan, meilleure des chances pour ton repêchage qui viendra dans les prochains mois. On espère, si la situation sanitaire le permet, que ce sera en personne, contrairement à ceux des dernières années. Et là, ça devrait se passer au Centre Bell. Donc, je pense que ça va être un beau moment pour toi. Je te souhaite que ça se passe bien et que tu sois dans une organisation où est-ce que tu es apprécié. Ouais. Merci, un gros merci à vous, c'est gentil. Salut, Nathan. Merci. Nathan Gaucher des Remparts de Québec était avec nous. Probablement un futur premier choix au repêchage. Du moins, c'est pas mal ce qu'on pense, nous, ici, au podcast La Relève. Certaines personnes diffèrent de notre opinion. D'autres personnes le classent début deuxième tour. Mais pour nous, je pense que c'est un choix de premier tour. On verra là, pour le reste de la saison. Mais on voit que, messieurs, c'est quelqu'un qui aime le hockey, puis quelqu'un qui aime les petits détails, puis qui s'applique, puis qui veut bien faire les choses, autant défensivement qu'offensivement. Puis je pense qu'il voit une belle carrière là, dans la Ligue nationale. Puis qui peut déranger sur la glace aussi. Il ne se gêne pas pour parler à l'adversaire puis pour se mettre le nez dans le trafic. On en parlait dans l'épisode de la semaine passée. Non, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants pour une équipe de la Ligue nationale, je pense. Mais je pense que vous l'avez vu, les gars. Là, écoute, est-ce que vous voyez souvent des joueurs de 17 ou 18 ans parler avec la maturité, un professionnalisme comme ça? Puis c'est correct, c'est des joueurs de 17 ans. C'est normal de ne pas être tout à fait à l'aise à ce niveau-là. Mais lui, tu le vois qu'il y a une très, très bonne maturité. C'est certain, tu sais. Rappelle-toi, Alex, le Dawson Mercer, lors de son année de repêchage, à quel point il avait impressionné les équipes par sa maturité. C'était même lui qui posait des questions aux équipes. Moi, je pense que Nathan Gaucher, lorsqu'il va se présenter dans les entrevues, de la façon qu'il vient de nous parler, là, je pense qu'il peut vraiment, vraiment attirer le regard des équipes simplement par sa maturité et de la façon qu'il se comporte. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alex, là, mais moi, je pense que ça peut être intéressant. Tu sais. Ouais, ben, tu as raison, mais tu sais, je te dirais que, en tout cas, la génération de joueurs que moi je côtoie dans les dernières années, pour la plupart, en tout cas, ce sont des athlètes assez matures. Là. C'est vrai que Nathan, il l'est aussi, mais tu sais, je pense que les gars sont beaucoup plus à l'aise en entrevue qu'ils pouvaient l'être il y a peut-être 10 ou 15 ans. Là. Sont formés. Puis, écoute, je veux rien enlever à Nathan, mais Tristan Luneau puis Maverick Lamoureux, également, c'est deux gars qui s'expriment très bien, qui sont très, très, très matures également. Alors, ça peut certainement les aider. Évidemment, comme je le dis toujours, je ne parle pas aux gens des autres ligues, mais d'après moi, ce n'est pas en entrevue qui vont se nuire ces gars-là. Non, c'est clair. Puis tu regardes ses mensurations, 6 pieds 3, 200 livres, centre droitier, intelligent, complet, responsable. Moi, je ne comprends pas comment plusieurs experts, là, pas un seul ou deux à la limite, là, plusieurs experts ne placent pas en ce moment Nathan Gaucher dans leur premier tour. Puis moi, ça me renverse. Est-ce que c'est du défavoritisme envers la LHJMQ? C'est possible, je ne sais pas. C'est un late.
C'est un late aussi. C'est peut-être ça là, qui joue, peut-être. Il est un an plus vieux, peut-être. Là. C'est peut-être ça qui peut peut-être faire craindre à certains dépisteurs. En même temps, à sa saison 17, à sa deuxième saison, il a eu de très bonnes stats. Là. Alors, ça, en tout cas, peut-être que ça joue contre lui, peut-être pas, mais je fais juste offrir peut-être une piste de solution pour certaines personnes qui classeraient plus bas. Moi, je me souviens d'avoir eu des conversations avec certains amateurs sur Twitter, par exemple. Puis, un commentaire qui ressortait souvent, c'est. Puis, parfois, c'est à tort ou à raison. Là, Nathan Gaucher n'a pas eu la progression offensive escomptée. Je te ressors ces statistiques. Là. L'an dernier, ça avait été le meilleur pointeur des Remparts de Québec. Il avait eu 31 points en 30 matchs. C'était le meilleur pointeur. Là, cette année, ça se ressemble, 26 points en 30 matchs, mais il est troisième pointeur. Donc là, les gens vont regarder ces statistiques-là, ils vont dire il y a une régression, il n'a pas été capable de progresser, c'est inquiétant, il ne sera pas capable de se développer et se rendre dans la LNH. Moi, je pense qu'il faut voir au-delà des statistiques. Je pense qu'il faut le regarder jouer. Il est super complet, il est très, très, très détaillé dans son jeu défensif. Alex l'a mentionné, il frappe super fort et en plus, il a un sens offensif. Il a une bonne vision de jeu, il est intelligent, il est capable de créer de l'offensive en bougeant des lignes de passe. C'est quelqu'un qui a un excellent lancer également. Donc, je viens de te mentionner un combo de gabarit, de lancer, d'intelligence. Ça fait quelque chose d'assez intéressant. Et j'ai lu un petit commentaire de Patrick Roy lorsqu'ils ont repêché Nathan Gaucher. Puis c'est un peu ce qu'il disait. Il dit, c'est ça qu'on a acheté lorsqu'on le repêchait. On savait qu'on n'aurait pas un gars avec une production offensive qui allait être incroyable. On voulait simplement un joueur qui était bon dans les deux sens de la patinoire. Et je pense que c'est la clé dans le cas de Nathan Gaucher. S'il joue dans la LNH, puis moi, je ne m'en cache pas, je l'adore, puis je pense qu'il va se rendre comme un deuxième centre. Ben écoute, ça va être pour ça. C'est parce que c'est un gars super efficace dans les deux sens. Ce ne sera pas le joueur qui va obtenir 80 points dans la LNH. Mais écoute, des deuxièmes centres qui sont capables de tuer des punitions et qui sont capables d'apporter un 40 ou 50 points par saison et un gros bonhomme, un gros centre, tu le sais comme moi, que beaucoup d'équipes veulent ça. Tu sais. Et déranger aussi, comme Alex le mentionnait tantôt. Veut pas, ça aussi, c'est une partie de sa game qui amène, qui font de lui un joueur spécial. Tu sais. En tout cas, moi, je suis un peu vendu, là, vous me le direz, là, mais moi, j'aime bien ce type de joueur-là. Puis je comprends. Tant mieux s'il glisse au deuxième tour parce que le Canadien de Montréal, au moment où on se parle, va peut-être repêcher 33, 34, 35. Donc, ça serait parfait. Mais dans ma tête à moi, il ne sera plus là à la fin du premier tour. Je ne veux pas le comparer à ce joueur-là, mais rappelle-toi la semaine dernière, lorsque les Canadiens ont affronté le Wild du Minnesota, Joel Eriksson. Ce choix-là a souvent été critiqué fin de premier tour. Ça a souvent été critiqué. Ouais, pourquoi vous avez laissé passer Brock Besser, qui est un très, très, très bon tireur, pour ce gars-là qui apporte absolument aucune attaque. Du moins, c'était ça au début de sa carrière. Maintenant, je pense que ça commence à rapporter des dividendes. Puis c'est ça, Joel Eriksson, il a un excellent lancer. C'est pas le meilleur centre de la Ligue nationale, mais écoute, c'est un des meilleurs centres défensifs. Il a été nommé 4e pour le Selkie l'an dernier, puis il est capable de tout faire. Il a un bon lancer, il a un gros gabarit, il est capable de déranger. C'est un peu la même chose, dans le fond, là, dans le cas de Nathan Gaucher. Tu sais. Là, Marky, premièrement, arrête de me casser les oreilles avec cette défaite de 8-2. Là. Ça fait une semaine. Là, je suis plus capable de revoir ces images cauchemardesques dans ma tête. Mais sinon, messieurs, un gros merci pour une autre édition du podcast cette semaine. Encore une fois, un show qui était extrêmement chargé. J'espère que ça vous a plu à la maison. Merci Alexandre Gimbal encore une fois de ta présence. Et on se dit à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour un autre podcast. Ciao.